Bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live histoire du mercredi 10 juin, on est le 10 2026, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis ravi de vous retrouver pour ce live. C'est notre rendez-vous, vous le savez, on a un très bon rythme parce que du coup on a quand même un live histoire par semaine. On avait fait sur Marc Bloch avec monsieur Mazel la semaine dernière, c'était absolument génial. On avait fait aussi le live au musée avec JDG et un nouveau live ce soir, donc on enchaîne. Le mois de juin est absolument riche et c'est absolument super. J'espère que tout le monde va bien dans le chat. Bonjour Fakir, bonjour Bioreco, bonjour Luxball, bonjour Scrameustache. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts à vous lancer dans un sujet dont on a déjà parlé. On a déjà regardé un documentaire une fois ensemble. On a joué à Hearts of Iron aussi, jeu de grande stratégie où on a fait la guerre d'Espagne. Donc c'est un sujet qu'on a effleuré toujours, mais qu'on n'a jamais vraiment, on n'a jamais fait de live histoire autour de ce sujet-là. Donc c'était l'occasion, puisqu'il y a un livre sur le sujet qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Vous le voyez, La guerre d'Espagne, 1936-1939, la démocratie assassinée. C'est sorti chez Talandier. Le bouquin est absolument génial et j'ai le plaisir de recevoir ce soir deux de ses auteurs avec Pierre Salmon et Mercedes Yusta. Bonsoir tous les deux, comment est-ce que vous allez ? Bonsoir. Bonsoir, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment un vrai plaisir de vous avoir. Donc on salue évidemment et également François Gaudichaud qui était le troisième auteur de ce livre, qui n'est pas avec nous ce soir mais qu'on salue. Excellent bouquin, les gens l'ont déjà lu, certains dans le chat évidemment. Merci beaucoup d'être venu avec nous pour parler de cette guerre d'Espagne, la guerre d'Espagne comme je disais, et on en parlait un petit peu en off juste avant l'émission. C'est un sujet qui semble un peu à nos périphéries, mais qui, en réalité, quand on discute avec les gens du chat, que beaucoup de gens connaissent, notamment par l'histoire familiale, puisque c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de nos parents, grands-parents, qui sont soit des républicains espagnols ayant émigré en France, ou sinon des gens qui ont été membres des brigades internationales et qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce conflit. Donc l'idée, c'est qu'on revienne un petit peu avec vous autour de cette histoire, évidemment, qu'est la guerre d'Espagne, 1936-1939, à quel point est-ce que justement ce sujet, on va aussi essayer d'élargir ces bandes chronologiques. Déjà, ce qui est bon de rappeler, c'est que c'est un sujet dont l'historiographie est très riche et qui a beaucoup évolué ces 30 dernières années, notamment en Espagne, afin d'enrichir déjà dans le contexte avant 1936, pour comprendre un peu plus quelle était l'Espagne de la Seconde République, également quelle a été l'expérience guerrière des acteurs, comment est-ce qu'ils ont vécu ce conflit, mais ainsi que la part sur les logiques et la pratique de la dictature franquiste. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Je vous propose qu'on plonge justement dans votre travail, dans cet ouvrage de synthèse qui revient sur ce qu'est la guerre d'Espagne. Donc pour vous présenter rapidement, Pierre, tu es maître de conférence en histoire contemporaine à l'École normale supérieure, spécialiste de la guerre d'Espagne, de la mémoire de ce conflit et plus généralement du trafic d'armes aussi de ce conflit. Mercedes, tu es professeur d'histoire contemporaine contemporaine de l'Espagne à l'université Paris 8. Tu es spécialiste de la dictature franquisme et de l'antifascisme et tu as aussi beaucoup travaillé sur la question des femmes pendant cette guerre d'Espagne. Donc ça va être l'occasion justement de revenir dessus. Mercedes, tu es espagnole. Oui. Donc je demande toujours aux gens, aux historiens, à nos invités, comment est-ce qu'ils sont rentrés dans le sujet. C'est vrai qu'étant espagnol, forcément, ce sujet a une place très particulière, j'imagine, pour toi, dans ton cercle familial, amical. Oui et non, en fait, parce que moi, je suis née dans les années 70, donc Franco était toujours vivant. Ça me rajeunit pas, mais c'est vrai. Et en fait, dans ma scolarité, on n'a pas parlé ni de la guerre d'Espagne, ni du franquisme. Enfin, c'était un sujet un peu tabou, en fait. Et dans les familles, c'était un peu le cas aussi. Et parce que, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de comment ça s'est fait la transition à la démocratie, la place, justement, que cette mémoire de la guerre civile a eu à ce moment-là. Mais il y avait une peur dans la société espagnole de reproduire, en quelque sorte, un conflit similaire. Cette peur, elle a été agitée aussi pour des raisons politiques, justement. Et du coup, on n'en parlait pas beaucoup. Mais c'était quelque chose qui était un peu dans l'air du temps. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'a menée vers l'histoire et vers l'histoire de la dictature. Parce que j'entendais des choses étant enfant. Et la famille de mon père avait été représaillée. J'ai 2 grands-oncles qui ont dû s'exiler en France, en fait.
Mais on n'en parlait pas, on n'en parlait qu'à demi-mot, je ne comprenais pas très bien. Mais je devinais qu'il y avait derrière une histoire qui était douloureuse, en fait, notamment pour ma grand-mère. Et parce que c'était ses frères à elle qui avaient dû partir. Et donc, ça m'a menée vers l'étude de l'histoire. Et en fait, moi, j'ai fait ma thèse sur la résistance armée contre la dictature après la guerre. Donc, un sujet qui est à rapport avec la guerre, mais qui... Pas tout à fait. Parce que, en fait, la guerre civile, ça me faisait un peu peur de travailler sur ça, parce que c'est un peu un monument. Elle a été très travaillée. Moi, je me suis formée à l'université de Saragosse, où il y a un grand historien, Julián Casanova, qui a beaucoup écrit sur la guerre civile, justement. Et donc, voilà, je tournais autour de cet objet. J'ai travaillé l'avant, l'après, mais ce n'est qu'à l'occasion, justement, de la proposition de Talandier d'écrire sur ce livre que j'ai eu vraiment l'occasion de m'y plonger. Et je ne le regrette absolument pas. Ah, c'est intéressant. Il y a des gens qui réagissent dans le chat et qui disent, justement, des gens qui ont aussi cette mémoire de l'événement et qui disent, pareil, moi, chez mes grands-parents, il me semble que c'était Spider Kid qui disait, chez mes grands-parents, on ne parlait pas de la guerre d'Espagne, etc. Donc, c'est un sujet effectivement tabou sur la mémoire. Pierre, j'aurais adoré dire, est-ce que tu es tombé amoureux de l'Espagne très jeune, mais tu m'as confié avant le live que tu avais fait allemand au collège et au lycée. Donc comment est-ce que c'est venu? Voilà, ouais, c'est ça. Donc exactement, pour l'Espagne allemand, sur le tard. Donc c'était un petit peu tard pour moi cette arrivée de l'Espagne. Et ce qui était intéressant pour moi à cette époque, c'était plutôt l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du Front populaire. Bon, moi je suis normand d'origine, je viens vraiment du Cotentin, donc il suffit de creuser dans le jardin pour trouver des balles, des morceaux de parachute. Il y avait encore, je trouvais des balles dans les murs chez mes parents. C'est pour dire, la guerre était là partout, mais pas la guerre d'Espagne. Donc j'ai fait de l'allemand, je voulais comprendre. Et puis ça a été une découverte fortuite. J'étais en licence, je suis allé dans les archives départementales du Calvados, et puis j'ai trouvé un carton sur l'époque du Front populaire avec des bateaux qui venaient d'Estonie, de Pologne, avec des centaines de tonnes d'obus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprenais pas trop pourquoi ces dictatures d'extrême droite envoyaient des armes en Espagne républicaine, le gouvernement français bloqué pas. Enfin, il y avait quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Et voilà, la littérature que je pouvais trouver en français sur le sujet n'était pas très claire. Donc j'ai décidé de faire un master. Et ensuite, qui est devenu ma thèse. Donc je suis arrivé comme ça. Bon, j'ai appris l'espagnol sur le tard. J'ai vécu en Espagne. Donc voilà, c'est maintenant un pays que j'aime beaucoup. Mais ça a été vraiment une découverte fortuite. C'est pour dire aussi, et je pense que c'est une bonne partie du chat est aussi dans cette situation, c'est-à-dire qu'en France, l'Espagne, on la voit très peu dans les programmes scolaires, alors qu'elle a été très très importante dans la société de l'entre-deux-guerres. Ça a été une cause majeure, pour ou contre d'ailleurs le camp républicain. Ça a été une vraie matrice de certains engagements, fascisme, antifascisme, et pour autant, les programmes scolaires en disent peu. Et puis il y a l'écrasement de la mémoire, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale qui arrivait après, de la résistance, quand bien même des républicains espagnols ont pris part à cette résistance, qui a fait qu'on n'a pas trop parlé de l'Espagne, alors que je pense que ce conflit, et c'est pas parce que je travaille dessus, aurait vraiment sa place, ça commence à venir, mais un peu plus de place dans les programmes scolaires. En fait, c'est ce que j'aimerais qu'on arrive à comprendre un petit peu ce soir. C'est vrai qu'on a l'impression que l'Espagne, qui est quand même ce pays qui va quand même être un pays extrêmement important, je pense au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui semble être le grand absent du XXe siècle, parce qu'en fait, absent du premier et du deuxième conflit mondial. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une question qui est un petit peu laissée à la marge, et que la guerre d'Espagne surgit comme presque une grande répétition avant ce qui va arriver après, qui est la Seconde Guerre mondiale. Pierre. Peut-être je commence sur un point, après je laisse la parole à Mercedes, mais avant ça, il y a une autre chose, c'est que l'Espagne n'a plus de colonies. Alors que ce qu'on considère qu'un des facteurs de puissance, c'est de constituer des colonies. La France et la Grande-Bretagne sont les deux grands empires coloniaux. Le Portugal a quelques colonies, les Pays-Bas, d'autres pays. Bon, l'Allemagne aussi, d'ailleurs, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis il y a aussi des empires continentaux. Enfin, voilà. Donc il faut être un empire pour être une puissance. Là où l'Espagne, à la fin du 19e siècle, perd quasiment toutes ses colonies, dont des colonies qui étaient très importantes, les Philippines, Cuba, Guam, Porto Rico. Et ça crée en Espagne, et ça nourrit un sentiment de décadence. L'Espagne serait en retard sur son siècle. L'Espagne serait un pays archaïque, et ça, certains Espagnols eux-mêmes le disent. On dit qu'il y a une génération qui est née de cette perte des colonies, et qui, après,
certains à gauche, certains à droite, avec des lectures différentes, mais il y a une idée qui est partagée dans une bonne partie de la société espagnole, notamment chez les militaires, que ce pays est décadent et qu'il faut sauver cette civilisation espagnole et cette nation espagnole. Donc ça, c'est déjà un peu pour le contexte au tout début du siècle. Et après, évidemment, la participation, peut-être Mercedes, tu veux parler sur les 2 conflits mondiaux, n'est pas tout à fait nulle, mais bien existante aussi. Oui, en effet, l'Espagne n'est absolument pas déconnectée de l'histoire européenne. C'est vrai qu'elle ne participe pas aux conflits mondiaux, mais par contre, elle a une guerre coloniale où la France participe aussi, d'ailleurs, au Maroc. Et elle participe des dynamiques politiques du XXe siècle. Et la Première Guerre mondiale, c'est vrai que elle n'a pas une participation militaire, mais elle divise quand même la société espagnole aussi entre germanophiles et anglophiles. D'ailleurs, économiquement, il y a une participation parce que l'Espagne n'étant pas en guerre, c'est elle qui va fournir de beaucoup de matériel les pays qui, eux, ont des économies de guerre et donc qui sont en difficulté. Et il y a beaucoup de rapports, de relations diplomatiques, des militants qui voyagent d'un pays à l'autre. Donc, c'est un pays complètement connecté aux dynamiques européennes. En fait, ce qui se passe, c'est que la fin de la guerre civile, donc en 1939, signifie la clôture en fait de l'Espagne sur elle-même et la coupure par rapport au reste du monde. Et, c'est à ce moment-là que se produit cette fermeture-là, quand bien même il y a, comme l'a dit Pierre, une participation des Espagnols au conflit mondial et une participation aussi de la dictature de Franco à la guerre mondiale en envoyant des troupes quand même au front de l'Est, la division Azul, qui est, qu'on oublie un peu trop souvent, mais en fait l'Espagne n'a pas été complètement neutre au cours de la guerre mondiale. Et en fait, c'est surtout à partir de 1945 qu'il y a cet isolement de l'Espagne qui se ferme à l'extérieur et qui est un peu au banc des nations parce que c'est le seul pays européen, avec le Portugal, où il y a une dictature fasciste après 1945. Et donc, je pense que c'est cette fermeture-là qui a joué dans une réécriture de l'histoire européenne qui laisse justement l'Espagne dans les marges et où la guerre civile apparaît comme un objet un peu étrange qui apparaît à un moment donné pour des raisons presque anthropologiques plus que politiques, c'est-à-dire un pays qui serait violent presque par nature et peu civilisé en quelque sorte, où les gens sont tombés dans cette espèce de conflit un peu irrationnel. Et en fait, le récit que la dictature fait de la guerre civile, qui est le seul qu'on peut entendre en fait après la défaite de la République, joue aussi beaucoup sur cette version du conflit comme un conflit irrationnel, fratricide, etc. Et parce que la dictature, elle a tout intérêt à gommer tout l'aspect politique en fait du conflit. En vrai, on a beaucoup de choses à aborder ce soir, ça va être hyper intéressant. Il y a évidemment cette question politique qui va être très intéressante, qu'on va voir ensemble, la question de la violence aussi, puisque c'est une guerre civile, et vous allez le voir avec une violence qui part d'une violence de destruction, donc c'est quand même la particularité aussi de cette guerre d'Espagne, c'est qu'on parle d'une guerre civile, ce qui est quand même un objet assez rare quand même à étudier en histoire et que vous avez très bien étudié dans votre livre. Et aussi on parlera évidemment de l'échiquier international dans lequel se trouve l'Espagne à ce moment-là, puisqu'en fait elle se trouve aussi à la conjecture des différents intérêts évidemment des grandes puissances qui montent, des grandes puissances totalitaires qui montent, notamment l'Italie et l'Allemagne, mais aussi des questionnements que peuvent avoir l'Angleterre, la France, on y reviendra évidemment. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent, évidemment, je le rappelle, je suis avec Pierre Salmon et Mercedes Yusta pour parler de leur livre « La guerre d'Espagne 1936-1939, la démocratie assassinée ». Et l'objectif de ces lives, c'est d'avoir les historiens, les historiennes avec nous pour justement revenir sur des sujets, leurs sujets de spécialité, sur leur parution. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas tout au long du live. Le but, c'est justement de profiter de les avoir avec nous pour justement poser toutes vos questions et toutes vos interrogations. Et si vous voulez aussi, si vous ratez un morceau de l'émission, sachez que ce sera évidemment disponible en replay sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes, évidemment.
Pour commencer, peut-être l'idée c'est qu'on pose un petit peu le contexte. Tu as commencé un petit peu à en parler, Pierre, juste avant, sur la perte de ses colonies, sur cette Première Guerre mondiale. L'Espagne ne fait pas cette Première Guerre mondiale. Justement, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on observe les autres régimes politiques européens, on les analyse toujours dans l'entre-deux-guerres à l'aune de ce qu'a été le conflit mondial. C'est-à-dire qu'on parle de l'Allemagne, évidemment, après Versailles, on parle de la montée du nazisme ensuite qui vient derrière, de la France, de l'affirmation de la Troisième République aussi, grâce à la victoire de la Première Guerre mondiale. Où en est finalement l'Espagne? Quel est son régime politique? Comment est-ce qu'il évolue à ce moment-là, au lendemain de la Première Guerre mondiale, d'une certaine manière, ou en tout cas au début du XXe siècle? L'Espagne participe d'une certaine manière à ce conflit, pas en participant aux opérations, loin de là, mais comme l'a dit Mercedes, notamment en faisant du commerce, aussi sur des questions humanitaires et sur d'autres terrains, c'est-à-dire qu'elle veut aussi profiter de ce conflit pour avoir une place, comme le font d'autres pays à l'époque ou d'autres nations. Elle s'enrichit beaucoup, ça devient la 5e réserve d'or mondiale dans les années 30, c'est notamment du fait de ce commerce pendant la Première Guerre mondiale. Il y a un conflit colonial au Maroc qui est important, donc c'est-à-dire que les militaires aussi veulent, à partir des années 1910, refaire un peu leur empire sur ce territoire marocain, avec des opérations qui s'embourbent, en fait, qui sont des opérations très compliquées, avec une guerre asymétrique extrêmement violente, à laquelle la France va finir par participer. Donc il y a des relations avec la France dans ce cadre-là, dans les années 1920. Mais surtout, ce qui est important, c'est le début de la dictature de Primo de Rivera, qui arrive en 1923 jusqu'à 1930. Miguel, le père, parce qu'on va parler de son fils après. Et Miguel Primo de Rivera, il est censé, en fait, mettre fin à cette guerre coloniale qui dure trop. En fait, il va pas y mettre fin, il va continuer ce conflit. Et lui, il est censé, si vous voulez, remettre un peu de l'ordre dans le pays où on considère que le pays n'est pas assez centralisé. Il y a un problème avec cet État qui n'arrive pas toujours localement, et ça c'est un point important sur lequel on insiste dans le livre, à faire appliquer ses décisions. Et lui, il veut un peu une dictature de fer pour réinstaller l'autorité monarchique notamment. Donc il arrive grâce au roi Alphonse XIII, il reste au pouvoir donc jusqu'en 1930, et en fait après son exercice du pouvoir en 30, il part du pouvoir, et c'est quasiment l'année suivante, ou même pas moins d'un an après, que la République est proclamée, en fait, c'est-à-dire que la fin de sa dictature entraîne de fait la fin de la monarchie avec elle. Ce qui se passe en fait, c'est que cette Espagne sur le théâtre européen, elle va chercher un peu sa place avec la Seconde République, et notamment cette Seconde République va énormément s'inscrire dans les valeurs européennes et celles de la SDN à cette époque, c'est-à-dire dans les valeurs de pacifisme. Cette constitution de 1931 avec le nouveau régime républicain, elle est vraiment dans la défense de la négociation, du rejet de la guerre. La SDN, c'est la Société des Nations, pour ceux la Société des Nations, oui. Ce qui fait qu'il y a il va y avoir un petit décalage. Alors on dit que l'Espagne est en retard, c'est plutôt là où où beaucoup de pays sont déjà devenus des dictatures à cette époque, depuis le début des années 20 en Europe. L'Espagne, elle, se démocratise à ce moment-là. Et donc il y a une espèce de décalage, et qui fait que elle arrive dans le concert des nations avec des outils qui sont partagés par d'autres pays, mais aussi que certains commencent à abandonner. Et on le verra avec la Société des Nations avant la guerre d'Espagne, 1935. L'Italie fasciste, Mussolini, attaque l'Éthiopie. Et là, la SDN en fait s'écroule en fait sous le poids de ses faiblesses, parce qu'il y a des sanctions qui sont prononcées, puis ensuite on arrête les sanctions contre l'Italie. C'est-à-dire que la négociation n'est plus utile, et certains pays, de plus en plus, l'Allemagne va le faire, le Japon aussi, utilisent la force pour régler leurs différends diplomatiques. Et en fait, le contexte un peu diplomatique au début de la guerre, ça va être celui-ci. D'un pays, la République, qui doit composer en fait avec d'autres partenaires, notamment la France et la Grande-Bretagne, qui sont pas vraiment décidés à aller à la guerre parce qu'il y a un rejet de la guerre et une peur du conflit mondial, mais aussi parce que les outils qu'ils avaient mis en place de l'Europe du début de cette après-première guerre mondiale, on n'y croit plus vraiment au moment de cette guerre. Et si je peux ajouter quelque chose, parce que Pierre, il a dit quelque chose aussi de très intéressant et très important, c'est ce décalage en fait entre un pays qui se démocratise, l'Espagne, et d'autres pays qui plongent dans la dictature. Et il faut ajouter aussi que l'Espagne, au début des années 30, elle atteint un degré de modernité politique qui est assez exceptionnel pour l'époque. Et ça aussi, c'est un élément très important, parce que la vision que l'on a de l'Espagne en Europe à ce moment-là est plutôt celle d'un pays un peu archaïque, avec un grand pouvoir de l'Église catholique, très, très dépendant de
la morale catholique, justement, de ses valeurs traditionnelles, etc. Et du coup, en fait, ce pays se débarrasse à la fois de son dictateur militaire et du roi qui gouvernaient ensemble. En fait, comme en Italie, en fait, c'est le même modèle. C'est-à-dire que le dictateur, il fait un coup d'État contre le gouvernement, mais il laisse le roi en place et le roi continue à être roi avec ce dictateur qu'il appelait d'ailleurs Mon Mussolini. Oui, d'accord. Donc voilà, on en était là, quoi. Le modèle D'accord. était complètement assumé. Et d'un coup, voilà, lors d'une révolution pacifique, en fait, parce que la République, elle arrive lors des élections municipales. Et donc, le régime est renversé parce que dans les grandes villes, c'est les candidatures républicaines qui l'emportent. Et donc, ce pays va se doter d'une constitution parmi les plus modernes de l'Europe. Il va donner le vote aux femmes bien avant la France, d'ailleurs. Ah bah oui, une bonne quinzaine d'années avant la France, effectivement. Et du coup, il devient un modèle de modernité. En fait, c'est l'époque aussi qu'on appelle la Edad de Plata, l'âge d'argent, avec des figures artistiques et culturelles de premier plan, comme Federico García Lorca, le poète, comme Salvador Dalí, comme Luis Buñuel. Donc, et ça va un peu à contre-pied de cette idée d'une Espagne traditionnelle qui continue à exister, elle aussi, mais à côté de laquelle émerge cette Espagne moderne qui était là, en fait, mais qui n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer, de prendre, d'arriver dans le devant de la scène. C'est vrai qu'on souligne souvent, et on parle souvent de cette Seconde République d'Espagne à l'aune de sa fin, puisque c'est vrai que sa fin est tragique avec évidemment la fin de la guerre civile, mais c'est vrai qu'elle porte beaucoup de modernité. Évidemment, il y a la question du vote des femmes. Je pense que c'est assez intéressant et important d'en parler, puisque évidemment, ce vote des femmes-là, par qui il était voulu, comment est-ce qu'il advient, est-ce que c'était déjà des demandes qui étaient faites depuis longtemps, elle est portée par qui aussi ce vote des demandes, ce droit de vote des femmes? Alors, c'est une question très intéressante et un peu paradoxale, pardon. Parce que, en fait, il y a deux grands collectifs, on va dire, qui demandent les droits politiques pour les femmes. C'est les féministes elles-mêmes, évidemment. Et le féminisme, il existe en Espagne depuis la fin du 19e siècle. Et on dit toujours qu'il est un petit peu en retard par rapport à la Grande-Bretagne ou à la France. Et je ne suis pas sûre que ce soit le cas, je ne suis pas très d'accord, mais en fait, c'est un féminisme plus discret, on va dire. Et c'est surtout un féminisme qui est plus axé sur les droits civiques que sur les droits politiques. Et ce qui intéresse les féministes espagnoles, c'est surtout la réforme du Code civil qui maintenait les femmes dans une espèce de minorité permanente et dans une dépendance économique totale du mari. Et le vote, il arrivait un peu après. Pourquoi ? Notamment parce qu'en Espagne, pendant toute cette période du premier tiers du XXe siècle qu'on appelle la Restauration, le vote était complètement dévoué, en fait. Il y avait une corruption électorale monumentale qui favorisait toujours les intérêts des plus puissants. Et du coup, les gens ne croyaient pas trop, en fait, au vote. Et donc, les féministes, elles se disaient, bon, les droits politiques, oui, c'est intéressant, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on réforme le Code civil. Et donc, bon, il y avait quand même cette demande-là, mais il y avait un autre collectif qui voulait accorder le droit de vote aux femmes, et c'était les catholiques, de façon un peu... Ah oui, d'accord. C'est assez paradoxal, effectivement. Et surtout les femmes catholiques qui étaient très organisées, en fait, et qui, à partir des années 20, ont des grandes associations de femmes catholiques qui sont très, très mobilisées. Et elles demandent le vote pour les femmes parce qu'elles pensent que si on donne le vote aux femmes, elles vont agir en bonnes mères de famille et qu'elles vont justement voter dans le sens de protéger les intérêts de l'Église catholique. D'accord. Et au moment de la République, donc, il y a un débat parlementaire au moment où on débat sur la Constitution. Et en
en fait, les républicains, enfin les partis républicains, sont pas très chauds pour donner le vote aux femmes, parce qu'ils pensent qu'effectivement, ils vont voter ce que va leur dire leur confesseur. Et ils sont à la fois très anticléricaux et un peu machistes. Oui, un petit peu ça, un savant mélange, effectivement. Et donc, voilà, il y a une partie de la gauche qui dit non, c'est trop tôt pour donner les votes aux femmes, il faut les éduquer avant. Et il va y avoir une députée qui s'appelle Clara Campoamor, qui est une députée de centre, en fait, d'un parti républicain, le Parti radical, mais qui est une féministe vraiment jusqu'à la moelle, qui va défendre le besoin de donner le vote aux femmes pour une raison pure et simple, c'est parce que sinon, elle dit, cette république-là ne sera pas une vraie démocratie, en fait. Et en fait, il faut que les femmes soient considérées comme des citoyennes à part entière, parce que sinon, ce régime républicain sera faussé dès le début. Et finalement, il convainc une majorité des députés, notamment les socialistes, qui votent pour. Et donc voilà, c'est comme ça que ça arrive. Et donc cette seconde république-là, elle est sur un peu le modèle de la troisième république, c'est-à-dire qu'il y a un président qui nomme un président du conseil, et le vote, est-ce qu'il est universel ou est-ce que c'est un vote censitaire avec selon... parce qu'en Italie, par exemple, c'est un vote censitaire avant que, par exemple, Mussolini arrive au pouvoir. On est sur un modèle qui est assez proche de la Troisième République en général. D'accord. Et donc on est sur un vote universel, on n'a pas de vote censitaire, avec l'entrée des femmes dans le corps électoral, qui va se faire et qui va avoir un jeu important. Donc à contre-courant de certaines prédictions de certains courants politiques, mais en même temps, bon, c'est une croyance courante. En France, il y avait la même chose, et dans d'autres pays ailleurs où on attribue aux femmes peu de ce qu'on parle d'agentivité, de capacité d'agir et d'action, donc on pense qu'elles vont être influencées par le mari, par le syndicaliste, par le prêtre selon son courant politique, et finalement elles ont eu un rôle à jouer très important sous la République et avant, même dans le syndicalisme, et puis pendant la guerre civile elle-même. Et d'ailleurs c'est intéressant de le souligner, au sein des deux camps. On va retrouver pendant la guerre aussi un rôle qui n'est pas du tout le même rôle, et on ne va pas être dans l'émancipation dans les deux camps, mais un vrai rôle confié aux femmes dans une guerre qui devient une guerre totale, en fait, qui mobilise toutes les catégories de la société. Cette république, elle advient sans révolution. Et ce qui est assez intéressant, c'est que évidemment, cette république, elle est un peu vue comme molle par certains membres de la classe politique, notamment à droite. Ce qui est assez intéressant, et ce que Joan Chapoutot avait montré dans son livre Les Irresponsables, c'était la force d'une certaine, on va dire, possédant de titres de presse, d'être capable de créer cette sorte de désordre permanent, de cette impression effectivement que le risque révolutionnaire peut peser sur la République et donc sur l'ordre. Est-ce que c'est des choses qu'on observe aussi en Espagne à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu veux... Peut-être j'introduis. En fait, on parlait de la Troisième République, mais il y a la même chose avec la République espagnole, c'est-à-dire que dès le début, on accuse cette République d'être révolutionnaire. Les premières interprétations dans les premiers jours, c'est attention, ils vont donner des droits, c'est la révolution. Alors que justement, la classe politique centriste et de gauche qui donne ses premières grandes libertés à la population et qui a des programmes au niveau des réformes agraires pour la répartition des terres, pour le droit de vote des femmes, il y a des choses qui sont débattues. C'est justement pour empêcher la révolution. Comme dans la Troisième République, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une classe politique, celle qui va gouverner, y compris au début, mais même pendant la guerre civile elle-même du côté républicain, qui sont des réformistes et loin d'être des révolutionnaires et qui ont un certain rapport à l'ordre. Des libertés peut-être, de l'égalité salariale, on va y arriver. Mais si vous vous soulevez, on enverra quand même les gardes civils, l'équivalent des gendarmes, pour opposer la crosse, voire même l'autre côté du vous tirer dessus si vous vous révoltez. Donc déjà, il y a un peu cet ethos-là du côté des gouvernants, et pas seulement ceux de droite qui vont arriver au pouvoir au milieu des années 30. Mais peut-être je te laisse compléter sur le contexte médiatique, qui est très important également. Oui, tout à fait. En fait, quand la République arrive, en fait, il n'y a pas de révolution. C'est une sorte de révolution dans le sens où les gens sortent dans la rue avec des rapports républicains et la monarchie tombe, en fait, parce qu'elle était déjà dans une crise profonde. Mais en fait, cette République, elle va être menée
Et donc, le premier gouvernement, c'est un gouvernement vraiment réformiste. Oui. Et malgré tout, tout ce camp, disons, monarchiste de gauche catholique, de droite catholique, etc., qui reste un peu dans la sidération, en fait, de waouh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait, en fait. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est de se regrouper, en fait, dans des associations politiques catholiques et de s'appuyer sur un journal qui s'appelle El Debate et qui est dirigé par Ángel Herrera Oria, qui devient un peu le leader de cette droite monarchiste catholique qui cherche des repères, en fait, qui cherche à se réarmer. Et à exister dans cette nouvelle république aussi, politiquement, j'imagine. Ouais. Et effectivement, à exister politiquement, parce que d'abord, il n'y a même pas un grand parti de droite. Et la droite, elle est un peu éclatée, en fait. Elle n'a pas réussi il y a plein de partis comme ça, le parti agraire, le parti je sais pas quoi, le parti radical. Et donc, c'est vraiment très éclaté. Et donc, ils vont se regrouper derrière ce journal qui va porter ce message, en fait, alarmiste de attention, là, on entre dans une période d'incertitude. C'est le chaos. Et, en fait, il y a des provocations qui sont faites par des groupes monarchistes auxquels les groupes de syndicalistes répondent par des violences qui prennent tout de suite une tournure anticléricale, parce que c'est la tradition en Espagne. Dès qu'il y a un mouvement révolutionnaire, le premier réflexe, c'est d'aller brûler l'église, en fait. Et donc, tout ça va être pris comme si c'était vraiment un mouvement organisé et articulé, et pour détruire, en fait, la tradition, l'église, la véritable Espagne, etc., et faire tomber le pays dans le chaos. Alors que c'est plutôt le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement, comme disait Pierre, qui est réformiste et qui essaie de construire une république d'ordre. En fait, une des premières préoccupations de ces gouvernements, c'est le maintien de l'ordre public, et ils vont le faire exactement avec les mêmes méthodes et les mêmes instruments que la monarchie. C'est-à-dire, dès qu'il y a un mouvement qui peut être considéré comme insurrectionnel, on l'envoie la garde civile ou même l'armée. En fait, l'armée, elle est utilisée pour des fonctions d'ordre public. Et dès qu'il y a le moindre mouvement, ça dégénère très vite, en fait, parce que effectivement, les forces de l'ordre qu'on envoie pour mater les manifestations ou les grèves sont armées. Il y a souvent des morts, donc ça dégénère très très vite. Et il y a des drames qui se produisent, dont un drame qui va justement faire tomber le gouvernement. Ça se passe dans un petit village de la province de Cádiz qui s'appelle Casas Viejas, où il y a un mouvement insurrectionnel anarchiste. Et on envoie los guardias de asalto, qui est la police qui a été créée justement par la République pour le maintien de l'ordre public. On envoie aussi l'armée, et le résultat, c'est presque 20 morts, en fait, dont certains brûlés dans une maison à laquelle on va mettre feu. Et ça fait tomber le gouvernement, en fait, parce que c'est tellement un scandale de proportions phénoménales que le président du gouvernement, qui à ce moment-là est Manuel Azaña, va démissionner. Donc on est loin de la révolution permanente avec tout le monde qui fait des... Enfin, voilà, on est quand même très 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 loin de ça. Il y a des questions dans le chat très intéressantes, justement, un petit peu dans ce que tu disais avec ce mouvement anarchiste. Bureco qui disait: les mouvements communistes et anarchistes sont-ils déjà forts à cette époque ? Oui, ils sont forts. Alors, les anarchistes, beaucoup plus que les communistes. Les communistes, ça suit un peu la vague qu'on peut avoir dans certains pays comme en France, où c'est à partir des années 30, justement sous la République, où le mouvement, ça existe avant. Il y a un intérêt pour le mouvement communiste et soviétique dès le début, mais il y a vraiment une augmentation des effectifs sous la période républicaine, et puis après avec le Front populaire, et c'est vraiment la période d'hégémonie, ça va être la guerre civile elle-même. Mais c'est surtout les mouvements anarchistes et dans une second temps socialistes qui sont les plus importants en Espagne à cette époque. Il y a aussi d'autres organisations en Catalogne, l'Esquerra, qui est un parti de gauche local. Il y a le parti basque, un parti nationaliste qui est pas du tout de gauche, mais qui va rejoindre la République. Bon, il y a différentes forces.
Les anarchistes, ça se compte vraiment en millions, hein, les nombres d'adhérents dans différentes organisations, qui est une organisation un peu complexe parce que il y a une centrale, mais en fait, il y a beaucoup d'autonomie pour les fédérations locales. Mais ce qui est important à souligner, c'est que quand bien même les effectifs des communistes sont pas très nombreux, ça se compte en dizaines de milliers, l'anticommunisme, il est partout. C'est un moteur politique dès le début. Dès les débuts des années 20, l'anticommunisme est un vrai moteur politique en Espagne et ça va jouer beaucoup. Et à chaque fois, on parle d'un risque de contamination bolchevique. Tous les partis de droite et d'extrême droite vont dire attention, ça y est, c'est la contagion. Moscou est en train de donner des ordres, ils ont envoyé des hommes, des armes. Donc on est en théorie conspirationniste en fait. Parfois même avec la création de fausses preuves, de fausses preuves. On en est là, d'accord, ok. Pour alimenter cette peur, qui est un véritable moteur politique, et on doit, et ça sera un des motifs de l'insurrection de juillet 1936 officielle, donné dans la presse et donné au lendemain de cette insurrection par les militaires, de dire il fallait qu'on protège l'Espagne. On était à 2 doigts d'une révolution bolchevique. On était à ça. Donc on joue tout le temps sur on est déjà en train de rentrer dans c'est un peu le terreau fertile de ce que va être après la propagande franquiste autour de ce sujet-là. Puis ça dit aussi l'insertion de l'Espagne dans les circulations, parce qu'on a souvent regardé des fois les circulations politiques, y compris de gauche, mais là on a des circulations politiques de droite et d'extrême droite, parce que quand on compare, il y a des fois des acteurs, des militants français d'extrême droite qui vont en Espagne, inversement, on voyage. Certains qui vont en Italie se forment en fait aux techniques de propagande, et la peur du communisme depuis le début des années 20, qui s'est réalimentée avec la révolution russe en octobre 1917, elle est partout en Europe, elle circule, c'est un imaginaire très très présent et qui va évidemment compter dans la perception de cette République et bien en décalage avec la situation réelle. Tu as parlé des mouvements anarchistes et ça a pas mal intéressé le chat qui se demande un peu comment est-ce que ça fonctionne, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression que, c'est un peu de saisir les structures. Il y a Waldenwood qui nous demande quelle classe sociale, paysannerie, ouvrier va constituer le gros des anarchistes. C'est vrai que c'est aussi essayer de comprendre le fond social aussi quand même de cette masse en Espagne. C'est vrai que par exemple en Allemagne, on a de très grandes usines avec de grands nombres d'ouvriers. Donc forcément, quand il y a des grèves, c'est des terreaux fertiles notamment pour les partis de gauche, notamment communistes, les spartakistes. En France, on a aussi des usines, mais avec peut-être un petit peu moins d'hommes, avec beaucoup de paysans également. Comment est-ce qu'on a des usines aussi en Espagne? Elles sont grandes. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ces mouvements de gauche anarchistes trouvent, on va dire, leur terreau? En fait, l'Espagne est un pays très rural dans les années 30, mais il y a quand même des foyers industriels très importants, mais très localisés, en fait, notamment en Catalogne et au Pays Basque. Et dans les Asturies aussi, où il y a les mines, en fait, les mineurs qui sont très, très, très importants. Oui. Et en fait, en Catalogne, le mouvement anarchiste, il est vraiment très fort et très puissant. C'est le foyer de la CNT, en fait. Et c'est un anarchisme anarcho-syndicaliste où il y a des sociétés locales qui sont affiliées à la CNT. Alors que dans l'Andalousie et le centre de l'Espagne, ça va être très, très rural et c'est des journaliers, et surtout des paysans qui sont aussi anarchistes dans une très, très grande majorité. Mais c'est d'autres dynamiques syndicales, même s'ils sont aussi très souvent affiliés à la CNT. Et dans le Nord, ça va être plutôt les socialistes, en fait, avec leur syndicat, qui est la Unión General de Trabajadores, la UGT, et qui est très bien implanté en fait dans le Nord. Donc ça dépend beaucoup des régions. En fait, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, c'est-à-dire que souvent on oppose finalement 2 Espagnes, une Espagne franquiste, une Espagne qui va être républicaine. C'est vrai qu'au final, et ce qui est évidemment pour nous Français peut-être un petit peu plus difficile à saisir, c'est la multiplicité des contextes qui existent en Espagne pendant la guerre civile, mais même avant au final. Oui. Oui, on a tâché de l'expliquer simplement dans l'ouvrage pour montrer qu'il y avait des Espagnes. Et l'importance locale, en fait, c'est vraiment un critère parce qu'il y a des identités politiques fortes. Mercedes l'a dit, les Asturies, on trouvera les communistes beaucoup dans les Asturies et puis à Madrid notamment. Et après, comme Mercedes l'a très bien dit, des manières de faire de l'anarchisme qui sont bien différentes selon les régions. Après, je tiens à préciser, peut-être pour le chat, par rapport au mouvement anarchiste, que des fois, il y a certaines représentations, soit de l'Espagne, soit du mouvement anarchiste, soit les deux en même temps, d'une désorganisation totale.
On dit que l'anarchie, ceci, l'ordre sont le pouvoir. Il y a une organisation, les structures anarchistes, même pendant la guerre civile elle-même, elles ont des structures de contre-espionnage, de propagande. C'est un État, c'est un autre État en fait. On a l'impression que l'anarchisme, c'est juste presque des hippies qui sont dans leur coin et qui disent finalement, on va prendre des armes histoire d'eux, mais voilà quoi. Non, personne ne dirige et on verra bien ce qui se passe. Il y a du pouvoir, il y a des vrais rapports de pouvoir, il y a des vraies verticalités dans le mouvement anarchiste, mais il y a une manière qui est beaucoup plus fédérale en fait de voir la politique, avec une autonomie donc laissée à ces structures. Donc voilà, après, nous on a voulu insister aussi pour montrer que cette idée de deux Espagnes, c'était encore une représentation de la guerre et de l'après-guerre, en fait du régime des vainqueurs. C'est la guerre elle-même qui oblige à choisir son camp, parce que là, quand la guerre commence, on est dans le côté républicain, côté franquiste, la zone grise, c'est-à-dire l'entre-deux, s'efface très largement. Certains partent pour pas choisir, mais ils sont vraiment très peu nombreux. Et de fait, le régime franquiste, avec sa victoire, avec la loi du vainqueur qui va être imposée à partir de 1939, lui-même va créer une différence très profonde en Espagne entre les vainqueurs et les vaincus. C'est ce que disait encore Mercedes au début de l'entretien. Des personnes qui peuvent être des descendants de républicains espagnols vont savoir dans leur chair, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu. Certains ont perdu leur maison, certains savent que leur grand-père est enterré dans la fosse commune, que la maison a été spoliée par une autre personne qui était un opposant politique du village, et même des fois dans des villages vont cohabiter les vainqueurs et les vaincus. Et là par contre, évidemment, on peut parler de deux Espagnes. Là, c'est intéressant, justement, cette cohabitation de voisinage, cette violence qui va exister entre les voisins. C'est quand même une spécificité aussi de cette guerre d'Espagne. C'est vraiment ce fait que dans les villages même, du coup, comme tu le disais, les voisins se regardent après la guerre. C'est quand même assez... Dans le contexte de violence quand même assez dingue dans lequel va être la guerre d'Espagne, c'est quand même assez dingue d'imaginer ces relations interpersonnelles très proches dans des périphéries, dans des tout petites communautés. On essaie de glisser un petit peu vers forcément vers les dates fatidiques que sont évidemment le mois de juillet 1936. Mais malgré tout, j'aimerais un petit peu qu'on saisisse le climat politique de ce moment-là, on va dire dans les années 30, puisqu'effectivement on parle de cette république qui veut s'installer, qui met du temps quand même à infuser dans toutes ces Espagnes, comme on le disait. Évidemment, il y a donc cette légitimité par la violence, mais aussi est-ce qu'il y a une violence entre aussi les camps politiques déjà qui se mettent en place, entre la gauche, la droite et inversement? Pendant les années 30. Oui, tout à fait, exactement. Avant 36. Oui, tout à fait. En fait, comment dire en fait, j'ai dit tout à fait un peu vite, mais c'est vrai qu'il va y avoir un processus un peu de polarisation qui se met en place. Parce que, en fait, quand la République est proclamée en 1931, il y a quand même une très très large assise populaire. C'est-à-dire que les gens qui sont contents parce que la monarchie tombe et il y a une république qui arrive sont bien plus nombreux probablement que ceux qui regrettent la monarchie. Et l'impression qu'ont laissé les témoins, c'est celle d'une fête populaire très très largement partagée par des classes sociales très diverses. En fait, c'est très transversal, cette joie de voir la République s'installer, etc. Et il y a quand même un noyau dur de la droite qui est extrêmement mécontente. Et de 1932, il y a déjà une tentative de coup d'État de la part déjà, dès 1932, un an à peine après la seconde. Oui, donc ça vient très très vite, sauf que c'est très mal préparé, c'est prématuré, et ça échoue en fait. Mais c'est déjà l'armée qui veut renverser la République. Et c'est un général, c'est un Rojo qu'on va retrouver en 1936. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il y a quand même ce noyau qui va grandir en fait à mesure que le temps avance, qui a en tête de finir avec cette République. Et en fait, il y a aussi ces classes populaires qui ont des attentes énormes vis-à-vis de cette République, parce que la situation était quand même très, très dure. Et enfin, les gens mouraient de faim, en fait, dans les campagnes. Il y avait des situations vraiment dramatiques. Il y a une attente très forte de partage des terres, par exemple, de réforme agraire, de réforme de l'éducation. Et la République aura très peu de temps, en fait, pour mettre tout ça en place. Et ces attentes très fortes vont faire, par exemple, que des paysans occupent des terres. Donc, ça dégénère dans des conflits, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la répression, etc. Et donc, effectivement, il va y avoir une tension
sociale forte. Et à cela s'ajoute le contexte international dont on ne tient pas suffisamment compte en général. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant ces années 30-là? Qu'est-ce qu'on va voir arriver en Europe? Le fascisme. Et surtout le nazisme. Donc, les organisations ouvrières espagnoles, ce qu'elles voient, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir en écrasant les organisations ouvrières et en les défaisant complètement. Et la répression est terrible aussi contre les socialistes en Autriche, en fait. Et l'écrasement de la classe ouvrière de Vienne en 1934, les ligues qui se manifestent en France aussi en février 1934. Donc tout ça, ça crée une énorme inquiétude, en fait, dans les organisations ouvrières espagnoles. Et en fait, lors des élections de novembre 1933 en Espagne, c'est la droite qui arrive au pouvoir. Et donc tout ça, ça crée une ambiance quand même très, très tendue. Et finalement, ça va provoquer une insurrection en 1934, en octobre, et notamment aux Asturies, où les ouvriers, en fait, vont mener une insurrection armée, et justement contre ce gouvernement de droite qui, à son tour, va envoyer l'armée pour écraser cette révolution en provoquant des centaines de morts, des milliers de prisonniers politiques. Et donc, ça va être un moment de clivage très fort dans cette république, avec une répression vraiment énorme contre ces mineurs des Asturies qui ont osé se soulever contre le gouvernement. Et donc, ça, c'est un moment vraiment de tournant de la République et de polarisation extrêmement forte entre la droite et la gauche. Et en fait, quand le Front populaire arrive au pouvoir en 1936, c'est le moment où cette droite qui, dès le moment de la proclamation de la République, voulait en finir, se décide en fait à passer à l'acte. C'est exactement ça, puisqu'effectivement, donc, il y a l'arrivée du Front populaire. Souvent et traditionnellement, ce que la droite explique, c'est que cette insurrection, ce coup d'État, il vient après l'assassinat d'un homme politique de droite, José Calvo Sotelo, qui est le chef de file de l'extrême droite monarchiste, donc qui est assassiné, et c'est un prétexte pour lancer ce coup d'État. Mais ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'en fait, c'est effectivement un accélérateur, mais qu'en réalité, depuis longtemps déjà, ce projet était en gestation du côté de l'extrême droite. Tout à fait. Et vraiment, il y a eu 1932, il y a eu d'autres projets, et ça tombe un peu en sommeil au moment où il y a un gouvernement de droite et après d'extrême droite avec José María Gil Robles, qui est le chef d'un parti de confédération de droite, un peu hétéroclite. Donc là, ça tombe un peu en sommeil, mais il y a sans cesse des projets, si bien que ça a été difficile pour les historiens de le lire après coup, parce que il y avait des trames conspiratives qui aboutissaient plus ou moins, des échanges. Ah oui, d'accord, en faisant des lectures cet après-midi, je revoyais Franco qui avait été contacté dès 1935 pour un autre projet de coup d'État. Enfin, voilà, il y a plein de petits projets. Plusieurs projets sur la table, lequel on prend. Exactement, et on est d'accord pour dire qu'ils convergent à partir de la fin 1935 et surtout à partir de 1936, parce qu'on a là, du fait de la répression des Asturies, il y a un rassemblement des gauches et qui demande la libération des prisonniers, qui demande le retour au programme de 1931, et ce qui permet l'élection d'un front populaire en février 1936. Et là, ça accélère les préparatifs. Il y avait déjà des préparatifs à l'œuvre, mais là, petit à petit, jusqu'en juillet 1936, les différentes organisations vont unir leurs forces. Parce qu'il y avait plusieurs trames conspiratives, un groupe qu'on appelle des carlistes, qui sont en fait dans le Béarn, dans le sud-ouest des Pyrénées espagnoles, une branche monarchiste dissidente qui veut un rétablissement d'une ancienne branche monarchiste, et qui avait fait plusieurs guerres au 19e siècle. Bon, je passe un peu rapidement, ce courant carliste qui est animé d'un retour intégriste religieux. Bon, eux, ils avaient déjà fait des voyages en Italie, ils avaient signé des contrats pour de l'armement. Et les phalangistes, de leur côté, qui est l'organisation, la phalange fasciste, une des organisations fascistes espagnoles fondée par José Antonio, le fils de l'ancien dictateur Primo de Rivera, eux aussi, certains avaient voyagé en Allemagne. Et là, en fait, tout le monde va unir leurs efforts pour faire plusieurs choses. D'une part, donc acheter des armes. D'autre part, avoir des préparatifs militaires stratégiques en vue de ce soulèvement pour savoir qui, quand, où, comment. Et d'autre part, agir au Parlement pour déstabiliser l'ordre public et pour faire croire au chaos. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, la presse,
elle aussi qui joue un rôle fondamental, qui dès le début de la République, en fait, on trouve plein d'initiatives. Elle débattait, c'est vraiment le journal, le gros moteur. Mais en fait, on trouve plein d'autres journaux du type qui des fois qui sont un peu éphémères, qui durent pas très longtemps, qui sont alimentés par les courants monarchistes, qui créent des fois de toutes pièces certains journaux, les monarchistes qui financent même la phalange, l'organisation phalangiste pour déstabiliser. Donc voilà, plusieurs personnes qui agissent chacun dans leur camp et là qui unissent leurs efforts, si bien que José Calvo Sotelo, qui était un des dirigeants d'extrême droite monarchiste, qui lui est un des acteurs du désordre à la presse, mais surtout à la tribune. Lui, avec Ril Robles, il fait croire au désordre. Il y a plusieurs discours assez fameux, notamment un en juin 1936, où il dit « ça y est, c'est l'anarchie totale », etc. Voilà, on est dans le complotisme, voilà, et de la manipulation de l'information. Un responsable des gardes d'assaut républicains socialistes est assassiné la veille. En représailles, d'autres militants le prennent chez lui, l'assassinent, et certains disent ah, ça y est, ça a décidé les personnes à faire le coup d'État. En fait, tous les préparatifs étaient là. Emilio Mola, qui est l'architecte technique de la préparation de ce coup d'État depuis vraiment en mars, avec vraiment l'union de ses forces, tout était prêt. Oui. Et finalement, ça accélère un tout petit peu de quelques jours. Une sorte de petite étincelle finalement qui. Ouais, c'est ça. Donc en fait, finalement, les choses étaient préparées de longue date, le contexte, etc. Et puis, comme vous l'avez dit, en plus, il y a eu des tentatives précédentes déjà de coups d'État. Donc on peut dire que vraiment, ce n'était pas une sorte de sur le coup, on va agir. C'était effectivement préparé. N'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment. On a la chance d'avoir quand même Pierre Salmon, Mercedes Justa avec nous. Donc si vous avez des questions sur cette guerre d'Espagne, on rentre dans le vif du sujet puisque on va parler de celui qui est le visage et qui restera le visage ensuite de la dictature, c'est évidemment Franco. C'est assez intéressant puisque on en parlait ensemble en préparant ce live. C'est vrai que Franco, au final, et tu le disais très bien, a eu d'autres propositions sur la table et que finalement, il n'était pas nécessairement à l'initiative de ce qui va se passer en juillet 1936. Non, pas nécessairement. En fait, Franco, il reste toujours averti. Il est toujours prévenu. Il est très précautionneux. On peut pas dire qu'il est totalement extérieur à la préparation du coup d'État. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'est pas compromis dans la préparation de ce coup d'État. Et certains vont vraiment lui reprocher. Emilio Mola est l'architecte, je disais tout à l'heure. Sandro Ro, qui est exilé au Portugal, est un peu le chef officiel. En fait, il va décéder dans un accident d'avion au tout début de la guerre civile. La légende dit qu'il a mis trop de costumes de gala dans son avion, qui s'écrase au décollage. Il meurt. Voilà. Et donc Franco, lui, est un militaire quand même important. Il avait été averti de plusieurs conspirations. Sous la monarchie, il a eu une carrière éclair du fait de la guerre coloniale au Maroc, qui se trouve à l'origine de la création notamment de la Légion, sur le modèle de la Légion étrangère française. Donc c'est quelqu'un qui avait un certain protagonisme, qui s'était même présenté à des élections, ça fonctionne pas dans les années 1930, mais évidemment, lui, c'est un monarchiste. Et puis, mais on peut pas dire totalement qu'il soit un conspirateur de la première heure, mais sinon qu'il a toujours été au courant et qu'il joue toutes ses cartes sans se compromettre. Et une fois qu'il voit que c'est parti et qu'il a quelque chose à en tirer, là, il y va totalement. C'est hyper intéressant parce que vous avez mis dans votre livre une expression que j'ai trouvée très drôle. Vous dites que les soldats de Franco disaient qu'il avait la baraka. Oui. C'est-à-dire dans quel sens il avait la baraka, Franco ? Oui, en fait, Franco, c'est vrai qu'il décolle dans sa carrière militaire au Maroc. Et c'est quelqu'un qui est complètement un produit de cette guerre coloniale, comme d'ailleurs la plupart des généraux conspirateurs qui se soulèvent en 1936. Donc ils ont vraiment été formés dans cette guerre qui est une guerre extrêmement violente et où ils apprennent en fait cette violence. Et ça, je fais une parenthèse pour dire que ça c'est important parce que c'est cette violence-là qui est dans une grande mesure une violence contre des civils, en fait, contre des populations civiles, qui va ensuite se déverser dans la péninsule. Et Franco, il a la baraka parce qu'il a beaucoup de chance, en fait. Et c'est quelqu'un de très... Enfin, d'après l'image qu'en ont surtout ceux qui ont combattu avec lui, c'est quelqu'un de très froid et assez courageux et qui n'a pas peur, en fait, et qui est blessé plusieurs fois et parfois de façon très, très grave et qui réussit toujours à s'en sortir. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il a la baraka. Mais en fait, il se trouve qu'effectivement, en fait, tous les gens qui pouvaient lui faire de l'ombre meurent. Et donc, effectivement, il a quand même assez de chance parce qu'il réussit à se mettre à la tête de cette conspiration qu'il a rejoint vraiment à la dernière minute
À tel point, ça c'est drôle aussi que je crois que c'était Mola qui l'appelait Miss Canarias parce qu'il avait été en fait muté aux Canaries par le gouvernement républicain qui voulait le mettre bien loin, bien à l'écart. Parce qu'il avait quand même la réputation de... Enfin, il craignait en fait qu'il conspirait un petit peu. Et comme il ne répondait pas, Mola, il disait Miss Canarias, elle se fait attendre quand même. Oui. Donc voilà. Et puis, quand il revient d'un vol pour prendre la tête de l'armée du Maroc au tout début du soulèvement, en fait... il fait quelque chose, il se rase la moustache pour pas être reconnu, pour prendre l'avion, pour pas être arrêté et pour prendre la tête depuis les Canaries jusqu'au Maroc de ses troupes. Et puis Keipo Diano, un autre protagoniste du coup d'État, dira Franco, la seule chose qu'il a sacrifiée, c'est sa moustache. Pour dire, voilà, on lui reproche ce qui l'a pas empêché après d'avoir un protagonisme central dès le début, en fait, très rapidement, parce qu'il s'appuie sur... C'est lui qui a des relations directes avec les Allemands notamment, mais aussi avec les Italiens, qui vont fournir du matériel qui va être décisif. En fait, parce que ce coup d'État, on va pouvoir y revenir, c'est un semi-échec, semi-réussite. Ça fonctionne pas dans la mesure où il voulait prendre toute l'Espagne et faire tomber le pouvoir de lui-même. Et de fait, on s'engage dans une guerre civile. Et là, il faut des armes. Et pas seulement quelques armes qu'on a achetées à droite à gauche, vraiment beaucoup de matériel pour une guerre qui va être longue. Vous parliez d'Emilio Mola, qui était aussi quand même à l'initiative de ce coup d'État, que Franco, lui, va arriver un petit peu en dernière minute. Est-ce qu'il y a une question qui t'est posée dans le chat en ce sens? Est-ce que les deux hommes avaient la même vision de ce qu'ils voulaient faire advenir après le coup d'État? Ou pas spécialement? En fait, les militaires n'avaient pas beaucoup, je pense, enfin, d'après ce qu'on a lu et les travaux qu'on a fait, les archives, etc., ils n'avaient pas vraiment un projet national. Ils avaient une idéologie ultranationaliste et catholique. Ils voulaient... probablement les deux rétablir la grandeur de l'Espagne impériale, etc. Et ils avaient cette espèce de traumatisme de la perte des colonies, en fait, qui a beaucoup marqué l'esprit militaire de l'armée pendant tout ce premier tiers du XXe siècle. Mais ils n'avaient pas probablement une idée très précise du type d'État qu'il voulait construire à la suite de la guerre civile. Et Mola, il va donc mourir encore dans un accident d'avion. Ça commence à être un peu suspect. Un vrai accident, attention. Encore un accident, c'est fou. Tous les avions sont tombés en panne le même jour. C'est quand même dingue. C'est quand même un peu... Voilà. Et donc, on ne sait pas très bien quel était son projet, à part écraser la classe ouvrière, en fait. Ça c'était vraiment dit tel quel. Mater une forme de révolution, comme ce qu'ils appelaient ça, et puis après, on verra ce qu'il advient après. Oui, et puis ils mettent entre parenthèses le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Donc, si bien que c'est une loi martiale. Et les différentes forces politiques ont des vrais projets politiques, la Phalange, les organisations monarchistes dont on parlait tout à l'heure, elles ont des projets très très clairs sur ce qui doit advenir. Rétablir tel ou tel courant monarchiste, ou alors même pour la Phalange, il y a une bonne partie qui ne veut pas du tout. C'est le but de la Phalange, c'est sa partie fasciste, donc ils ne veulent pas nécessairement du roi, bien au contraire, alors que eux, ils mettent entre parenthèses. Et au tout départ, d'ailleurs, il y a une ambiguïté, parce qu'ils disent on va mettre une dictature républicaine, un directoire. Très vite, on va s'écarter de toute forme républicaine du pouvoir. Mais c'est pour dire que, voilà, ils ont su ranger aussi derrière eux, parce que ils étaient capables, en faisant de ce qu'ils appelaient de l'apolitisme, on n'est pas du tout dans de l'apolitisme, évidemment, mais ce qu'eux appelaient de l'apolitisme, on mettait pour demain les différents politiques. Et de fait, en mettant les débats sur la nature du régime à demain, ça a permis d'unir les forces et donc de conduire ce coup d'État, ce que différentes forces politiques n'étaient pas capables de faire derrière elles. Oui. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça nous fait comprendre que Franco n'advient pas dans une sorte de vide politique et une sorte de demande qui n'était pas satisfaite. C'est vraiment qu'il y avait une densité des mouvements politiques à l'extrême droite et qu'à un moment donné, ils ont réussi à s'entendre et du coup, après, ce coup d'État est advenu et du coup, Franco en est sorti à ce moment-là. Il y a une question justement de Maya Le Bourdon qui pose la question: comment Franco fait-il pour prendre la tête du coup d'État? Est-ce son rôle au Maroc et son statut particulier suite aux guerres coloniales, ou est-ce qu'il s'impose par la force sur les autres conspirateurs? Non, il ne s'impose pas par la force. En fait, c'est justement, effectivement, il a un gros prestige militaire et surtout, il a quelque chose de très important. Enfin, Pierre l'a déjà dit, il a le soutien de l'Allemagne nazie qui va plus ou moins donner comme condition pour soutenir le coup d'État le fait que Franco en prenne la tête. Et déjà,
très très vite, dès la fin du mois de juillet, on appelle le camp des rebelles, de ceux qui sont soulevés contre la République, les franquistes. Donc déjà, ça en dit long. Et en fait, une autre chose qui est extrêmement importante, c'est le rôle de l'armée coloniale elle-même. Parce que en fait, c'est qui garantit le succès dans un premier moment dans une bonne partie de l'Espagne de ce coup d'État, c'est que l'armée coloniale qui est commandée par Franco et qui lui est extrêmement fidèle, elle est transportée par des avions allemands sur la péninsule. Et donc, ces hommes-là, ils sont extrêmement fidèles à Franco. Et du coup, c'est son armée à lui. Et donc, ça lui donne une possession de pouvoir par rapport aux autres généraux conspirateurs très importante. Et à un moment donné, très vite, se fait sentir le besoin d'une unité de commandement. Et donc, au début, le coup d'État est mené par une junte militaire, par une junta. En fait, une junte militaire, oui, tout à fait. Des fois, les mots... c'est très bien, c'est la junte militaire, c'est très bien. Voilà. Et donc, ils vont élire, ils vont se dire, bon, il faut un commandement unique. Oui. On va élire l'un de nous qui va prendre la tête du soulèvement. Et ça va être Franco qui va être élu. Et non seulement ils l'élisent generalissimo, c'est-à-dire le généralissime de l'armée rebelle, mais en plus ils le nomment chef du gouvernement et chef de l'État. Et il y a un général conspirateur, Cabanellas, qui dit « Oulala, qu'est-ce que vous avez fait ? Maintenant que vous lui avez donné le pouvoir, il ne va plus jamais vouloir le lâcher jusqu'à sa mort. » Donc bien vu, effectivement. Bien vu, oui. Et donc, voilà, une fois qu'il prend la tête de tout ça, en fait, il accumule dans sa personne un pouvoir extraordinaire, en fait. Et en plus, en 1937, il va unifier toutes les forces politiques qui soutiennent le soulèvement dans un seul parti, dont il va faire une sorte de parti unique, sauf qu'il en prend la tête aussi. Oui. Donc, du coup, il a plus de pouvoir que Hitler en Allemagne. C'est extraordinaire. Il est chef de l'armée, de l'État, du parti, du gouvernement. Et il ne lui manque que le pouvoir religieux, en fait, et ça aurait été vraiment... c'est ça, l'alpha et l'oméga. Et personnellement, les ordres d'exécution qui tient à regarder, c'est dire... Ah oui. Oui. Il a un grand contrôle sur tout ce qui se passe. Est-ce que, justement... on a parlé un peu du coup d'État, autour du coup d'État, comment est-ce qu'il se met en place, qui sont les protagonistes. Est-ce qu'on peut revenir sur cette journée de juillet 1936 en particulier pour savoir qu'est-ce qui se joue en quelques heures finalement? C'est un peu plus que quelques heures parce que finalement, au dernier moment, on dit bon, faut repousser de quelques jours. Le but, c'est de le faire au milieu de l'été en profitant de la vacance des diplomates, des militaires, des politiques. Et donc on repousse juste de quelques jours et là l'armée coloniale au Maroc est dirigée par Yagüe, un très proche de Franco. Là encore les républicains ont laissé le collaborateur de Franco à la tête de l'armée coloniale, ce qui n'était pas toujours une très bonne idée. Soulève les troupes dès le 17 au soir. Le 17 au soir, c'est le début. En fait, c'est 17 au 19, vraiment le soulèvement, voire le 20 selon les villes. Et donc le 17, on a des nouvelles, mais en même temps, la nouvelle circule, mais c'est pas très clair, on sait pas trop. Le gouvernement se veut très rassurant. Et le lendemain matin, c'est le 17 à 17h, il me semble, et le lendemain, on dit, bon, voilà, il y a une insurrection, mais ça a raté, c'est des rumeurs, vous pouvez retourner au travail. Donc déjà, le soir et le matin, il y a des militants politiques qui vont au parti, qui disent, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la grève, on prend des armes, les gens ne savent pas trop, et c'est bien que le 18 au matin, le gouvernement se montre rassurant, il contrôle l'information, et les personnes vont au travail, la plupart. Et là, dans le 18, il y a des premières villes. Là, et c'était un des objectifs de Mola, en fait, c'est de faire un coup polycentrique et surtout échelonné pour déstabiliser le gouvernement et créer une situation d'incertitude qui a eu des vrais effets. Et donc, on se retrouve avec des villes... Il me semble que c'est Saragosse, peut-être, dès le 18. Il y a la Galice, Oviedo, Valladolid, Burgos. Plusieurs villes, dès le 18, se soulèvent. Et il y a encore des incertitudes dans d'autres grandes villes. Séville aussi également, Caipodiano, qui est normalement un général républicain, et on espère Gonzalo Caipodiano, qui va rester fidèle, comme Cabanellas dont parlait tout de suite Mercedes. Donc le gouvernement, des fois, a la confiance dans certains généraux et qui passe du côté de l'insurrection. Ça marche aussi dans l'autre sens. Et si bien que certaines casernes, il y a 2 villes très importantes, ça va être là le 18, il va y avoir des grands débats, et notamment à Madrid, le siège du gouvernement. Un premier gouvernement qui est celui de Santiago Casares Quiroga, qui ne veut pas donner les armes au peuple. Ça ne marche pas, il tombe.
Dans la nuit, un autre gouvernement, Diego Martínez Barrio, qui lui essaye de négocier avec les militaires. On veut toujours pas donner les armes au peuple, on veut d'abord négocier. La position est intenable, il démissionne et le 19, José Giral, qui est un des successeurs, accepte de donner les armes au peuple. C'est-à-dire, on va dans les casernes, on va dans certains stocks d'armement. Et là, ça change un peu la donne. Et dans certaines villes, Madrid, Barcelone, il y a une opposition au coup d'État très active de la population, avec une partie des forces de l'ordre. À Barcelone, c'est Godet, par exemple, qui est un des conspirateurs de toujours. Godet, il a toujours conspiré. Lui, il débarque. Il venait des îles Palma de Majorque. Il débarque. Il est cueilli, en fait. Il est pris. Il dit déposer les armes. C'est vraiment un anti-républicain. Il est exécuté quelques semaines plus tard. La population, ça va durer jusqu'au 20, en fait, va s'opposer aux casernes et va finir par prendre le contrôle de la situation à Barcelone. C'est le cas aussi à Madrid, où on attaque les casernes. Il y a notamment la caserne de la Montaña, où il y a des affrontements très violents, où des militaires sont massacrés. Et puis, il y a une situation où il y a de l'incertitude aussi dans les villages. On a souvent analysé les grandes villes, mais il y a des villages où on ne sait pas trop où est la ligne de front, en fait. Ça va être le cas en Estrémadure, ou aussi en Aragon, mais dans plein de villages. Et tout ça va évoluer au fil de l'été, en fait. Les grandes villes, on va vite savoir, hein. Mais la ligne de front va un peu bouger, parfois jusqu'en août. Hein, je crois que c'est aussi le cas en Andalousie. C'est bien qu'il y a une vraie incertitude qui est créée par une volonté des militaires eux-mêmes, mais aussi parce que des fois, on ne sait pas trop qui est fidèle à qui, dans quelle situation, qui va venir. L'information est coupée, circule mal. Donc, on parle du 18 juillet, mais le 18 juillet, c'est aussi une grande zone d'incertitude et de positionnement pas toujours très clair d'un camp ou de l'autre, et notamment des forces de l'ordre, qui sont, en fait, on parle beaucoup de la résistance de la population en armes, qui est évidemment décisive dans des grandes villes. J'ai donné quelques exemples, mais c'est aussi la position des forces de l'ordre. Quand les forces de l'ordre sont restées fidèles, les grandes villes sont toujours restées fidèles au gouvernement. C'est le cas à Barcelone, où elles ont été quand même un peu attentistes, mais c'est le cas à Madrid, c'est le cas dans d'autres villes, à Valence, où c'est la position des forces de l'ordre qui a aussi servi d'aiguillon dans cette... Donc, il y a une partie des militaires qui ont été fidèles, une partie des forces de l'ordre, des gardes civils et d'autres. Il y a Mayal Bourdon qui pose une question dans le chat. Cela veut dire que le gouvernement a rapidement, entre guillemets, pris conscience de l'importance du coup d'État de 36, contrairement à 32 qui a été une sorte de pétard mouillé. Non, justement. Ouais, justement, c'est que justement, ça a brouillé les cartes pendant un moment. 32 était un pétard mouillé, ça a peut-être créé une vraie précédence disant, est-ce que c'est comme 32 finalement? Est-ce qu'il faut qu'on attende un petit peu? Mais là, je vais donner une situation sur 3 jours. Mais le coup d'État, on en parlait tout à l'heure, il commence en mars. Et les nouvelles, elles circulent. Des diplomates français, l'ambassadeur des États-Unis, ils sont au courant. Il y a un coup d'État qui est préparé. Ils en parlent à des politiques espagnoles. Les anarchistes dont je vous parlais, qui ont des services de renseignement, ont infiltré des mouvements de conspirateurs. Donc, ils donnent des listes parfois de conspirateurs. Et on a souvent accusé, et à raison dans certains cas, que le gouvernement a été attentiste. Et notamment Azaña, le président, ou Casares Quiroga, dont je parlais tout à l'heure, qui ont attendu, qui ont pris des mesures. Ils ont pris des mesures, ça c'est certain, mais parfois des demi-mesures, comme l'éloignement. Yagüe est convaincu d'avoir participé à la conspiration. On lui dit, bon, vous devez arrêter, lâcher le commandement du Maroc. Il dit non. Et il reste. Il y a des situations comme ça qui posent vraiment question. C'est dingue, à Barcelone, quelques jours avant le soulèvement, on a la liste et on n'arrête que les 2 premiers responsables. C'est-à-dire que le gouvernement, en certains cas, a vraiment agi. Il a écarté certains responsables, il a pris des mesures. Il y a des personnes qui sont radiées, il y a des emprisonnements également. Hein. Le chef de la phalange, en mars, José Antonio Primo de Rivera, est enfermé pour détention d'armes et participation à des activités violentes. Donc il y a quand même des mesures, mais des mesures qui n'ont pas été assez loin. Et donc les chercheurs se sont interrogés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient mal renseignés. Alors c'est vrai que les services de renseignement espagnols ne sont pas passés par la Première Guerre mondiale et qu'il y a un peu des défauts d'information. Mais des informations, je l'ai dit, sont là. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a 32. Donc on pense qu'on va peut-être les cueillir et que ça va être comme 32 et on va se raffermir après coup. Et il y a aussi peut-être un autre facteur, c'est que certains se disaient que, au sein du gouvernement et au sein de certaines administrations, que c'est pas tout à fait en désaccord avec certains conspirateurs. Certains étaient des cousins, des frères d'armes, des gens avec qui ils avaient fait carrière. Et puis, l'idée qu'il y a un désordre rouge, un danger révolutionnaire, y compris au sein du gouvernement ou en tout cas de certaines administrations, cette idée pouvait être dans une certaine mesure partagée, pas dans la volonté de faire un coup d'État avec les autres, mais de se dire qu'il y avait peut-être quand même un problème en Espagne. En tout cas, c'est passionnant de se rendre compte à quel point, dans ces jours qui va se passer, il y a... On va dire que c'était à quel point est-ce que ce flou informationnel par rapport à ce qui est en train de se passer était un petit peu vu aussi par Mola, justement, et à quel point est-ce que ça a été
pour le camp franquiste, au final, salvateur. Alors évidemment, dans le temps qui nous est imparti ce soir, ça va être impossible de revenir sur la guerre d'Espagne, sur ces 3 ans, évidemment. On va essayer quand même d'aborder certaines problématiques, et notamment les 2 projets politiques qui vont donc se poser, qui est donc cette dictature qui commence à naître, et cette république qui veut continuer à fonctionner. J'aimerais justement qu'on était un petit peu justement sur Franco, et j'aimerais qu'on vienne là-dessus, c'est-à-dire finalement, le projet politique, il n'était pas très clair au départ. C'est-à-dire qu'il fallait déjà abattre la République. Et donc, en fait, finalement, est-ce que cette dictature, elle va se créer un peu au fur et à mesure de la guerre ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un projet qui se crée en même temps que la guerre. Et d'ailleurs, au début, en fait, Pierre en a fait allusion. Et c'est en fait, c'est un état d'exception. En fait, l'état de guerre est déclaré. C'est l'armée qui prend le pouvoir. Et en fait, c'est le pouvoir militaire. En fait, l'objectif de la guerre, c'est à la fois d'asseoir ce pouvoir-là et d'éliminer l'ennemi. Et donc, ça va être mené comme une guerre d'extermination. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le livre. Et c'est comme ça qu'elle a été qualifiée par les historiens qui ont travaillé sur la façon de faire la guerre, en fait, de cette armée franquiste. Et c'est en même temps que avance cette armée et que les territoires sont occupés, que les structures de la dictature commencent à se mettre en place. Mais tout ça est passablement improvisé, en fait. Donc, au début, il y avait une vraie confusion, en fait, entre l'État et l'armée. Et donc, on ne sait pas très bien où commence l'armée, où finit l'État, et vice-versa. Et petit à petit, vont se créer effectivement des structures d'administration, en fait, de ces territoires qui sont occupés, mais c'est une administration majoritairement militaire. Et donc, le projet, c'est surtout un projet d'occupation d'un territoire, d'occupation militaire, et je dirais presque coloniale. Et d'ailleurs, ça se fait avec les méthodes d'une armée qui a été formée dans la lutte coloniale. Donc, c'est des méthodes de guerre coloniale et de guerre sale, de guerre contre la population. Donc, l'objectif, c'est celui-ci, c'est de créer la terreur, de paralyser les éventuelles oppositions, d'éliminer les personnes qui sont considérées comme en danger justement pour la réussite de ce coup d'État. Et la fonction première de l'administration, ça va être le contrôle, en fait, de ce territoire et de la population qui va avec. Et donc, c'est comme ça que va se créer cette administration qui est une administration purement militaire. Purement militaire. Et justement, de l'autre côté, donc, il y a la République qui doit continuer d'exister. Une République qui, tu disais juste avant, Pierre, où certains, finalement, s'arrangeaient un petit peu bien que le coup d'État, enfin que quelque chose arrive, en tout cas, n'ont pas tout fait pour l'empêcher. Voilà, et puis cette République, très vite, perd la réalité de son pouvoir. Parce que les militaires sont déchargés de leur devoir d'obéissance, parce qu'on a distribué des armes à la population, entre autres, parce que 90% des diplomates, d'ici la fin de l'année 36, ont démissionné. Et dont la grande partie de ces diplomates sont passés du côté de l'insurrection. Il faut tout reconstruire. Faut tout reconstruire, et surtout, au sein du camp républicain, il y a une révolution sociale. Alors, il y avait pas mal d'interprétations sur cette révolution, mais d'abord, première chose, il y a un coup d'État qui est interprété comme fasciste, à raison. Et quelle arme on oppose au fascisme quand on est du milieu ouvrier à cette époque ? La grève générale. Et au départ, ce qu'on veut faire contre et ça marche à Barcelone ou ailleurs, c'est une barricade, c'est la dynamite, c'est le pistolet. Ce sont les armes qui sont agitées contre ce coup d'État, qui dans un premier temps sont efficaces, et après les révolutionnaires, beaucoup sont pas dupes, savent que pour s'armer, pour agir, il faudra peut-être changer de méthode, mais si bien qu'il y a quand même une tension au sein de la République, entre une partie, notamment dans le milieu anarchiste ou dans le POUM, qui veut continuer cette révolution, et une autre partie, notamment l'aile droite du Parti socialiste et les communistes, qui veulent mettre fin à cette révolution, mais aussi une partie du mouvement anarchiste, qui dit, la révolution, on fait demain, et puis d'autres qui disent, on fait la révolution et la guerre. On fait les deux en même temps. Donc il y a un peu, des fois, on a opposé révolution d'un côté, guerre de l'autre, un peu des anarchistes idéalistes, des Don Quichotte, on aime bien dire, qui n'avaient pas conscience qu'ils ne pouvaient pas affronter des avions Messerschmitt avec de la dynamite. Évidemment, non, les gens ne sont pas dupes du tout. Oui. Mais il y a un équilibre assez important qui va se jouer sous un enjeu important de l'Espagne. À l'époque, on parle de dispersion des efforts et de centralisation des efforts de guerre.
Si bien que petit à petit, et ça va être le cas avec Juan Negrín, qui va devenir à partir notamment chef du gouvernement en 1937, et qui était avant déjà aux finances, Negrín, lui, il va agir pour centraliser l'effort de guerre, et donc de lutter contre tout ce qu'il appelle des forces dissidentes. Mais les forces dissidentes, c'est évidemment les anarchistes, les révolutionnaires, les communistes. Ils en emprisonnent beaucoup, notamment l'épisode de mai 1937 où les anarchistes sont largement marginalisés et les poumistes sont partis liquidés, mis en prison. Et puis, au bout d'un moment, lui joue sur plusieurs équilibres. La dissidence, c'est aussi de laisser trop d'autonomie au gouvernement catalan, voire au basque. Donc, on veut un État central fort. Des fois, quand on dit la République, le centralisme, c'est le franquisme, la République, c'est l'inverse. Non, la République, pendant la guerre, est un gouvernement hyper centralisateur. Mais lui, il joue sur les équilibres et c'est vraiment le pivot central de cette guerre. C'est pas les communistes qui ont un rôle fondamental dans la reconstruction de l'armée, dans la mobilisation de l'effort de guerre. Enfin, c'est pas... Voilà, il ne faut pas du tout mettre ça de côté. Mais le pivot central, à mon sens, qui reste toujours là, qui est la colonne vertébrale sur la durée de la guerre, c'est cette aile droite du Parti socialiste, notamment, pas toujours être à la tête du gouvernement, mais qui va jouer sur ces équilibres. C'est bien que, par exemple, en 1938, Negrín, il fait revenir les anarchistes contre les communistes. Et d'ailleurs, il y a un froid avec les communistes à partir de 1937, donc leur place n'est pas tout à fait la même. Là, voilà, j'ai donné quelques exemples sur 3 ans de guerre et il y a une grande densité, donc je dois aller assez vite, mais c'est vraiment pour comprendre que cette République, elle a un enjeu de reconstruction de ce pouvoir républicain pour mobiliser des ressources, mobiliser des hommes, et aussi, un des facteurs dans tout ça, c'est l'image qu'elle renvoie à l'étranger. Ils ne sont pas dupes du tout. La propagande franquiste a fait ses effets, elle explique en grande partie la non-intervention, parce que quand on a l'image de la République, on a l'image. Et là, la propagande franquiste va diffuser ces images à l'étranger. C'est de la révolution, des églises incendiées, des assassinats. Et il y en a de curés ou de bonnes sœurs au début du conflit avec cette révolution. Cette révolution n'est pas seulement une grande fête, il y a aussi des massacres dans le camp républicain. Et si bien que ça renvoie une très mauvaise image. Et Negrín se dit, bon, si on veut avoir une bonne image à l'étranger, on doit être une république d'ordre. Et ça a de l'effet. Ils rétablissent l'ordre. Et on le voit dans les rapports de la diplomatie française ou d'autres, ils disent « Ah, ça y est, l'ordre est revenu en Espagne, on peut les aider. » Ça, vraiment, en effet, ils l'ont bien compris. Et cette image renvoyée par l'Espagne à l'étranger, on veut annuler la fonction politique, notamment révolutionnaire, et à la place, on parle de quoi ? On parle d'Espagne est victime du fascisme. On montre, et là, on a peut-être en tête ces images de la femme espagnole qui tient son enfant sous la pluie de bombes, en fait. Complètement. Qui les touche réellement. Donc, voilà, ils savent aussi jouer, c'est un des facteurs à la fois de politique extérieure, mais qui a une vraie incidence en fait, sur la manière de faire la politique au sein de la République elle-même. Comment est-ce que ces deux régimes vont mobiliser effectivement l'extérieur ? Ça va être un point qu'on va aborder juste après. Mais il y a un point qui est vachement important, je trouve, dans le bouquin, c'est le rapport à la violence. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, dans les années 60, on a eu beaucoup d'historiens espagnols qui étaient quand même à la solde du régime franquiste, qui ont créé une forme de symétrie des violences, que ce soit républicain ou franquiste. Et dans le livre, justement, vous vous attachez quand même à réexpliquer quand même la nature de cette violence. Elle est quand même différente de part et d'autre. Et il y a même des chiffres que vous sortez aussi dans le livre qui montrent aussi qu'on a même des différences chiffrées entre les deux camps. Oui, tout à fait. En fait, et ce qui va se passer dans les années 60, c'est que après des années d'hégémonie en fait de l'historiographie franquiste, qui justement appuyait beaucoup sur la légitimation du coup d'État par une violence préalable républicaine et le fait de présenter la guerre comme une croisade, en fait, comme une guerre de religion, comme une guerre de défense de la religion. Et contre cette violence anticléricale qui aurait été déchaînée dans le camp républicain. Et en fait, la source principale sur laquelle vont s'appuyer ces historiens franquistes, c'est un grand procès qu'on va instruire juste à la fin de la guerre, qui s'appelle la cause générale, la causa general. Et en fait, on va recueillir toute une masse d'informations sur cette violence qui a eu lieu dans le camp républicain. Et la source principale qu'on va utiliser, c'est les témoignages oraux, c'est-à-dire des gens qui vont venir dénoncer « mon voisin a fait tel truc, il y a eu des massacres ici ou là, etc. » Et donc, c'est des chiffres qui sont complètement faussés parce qu'elles sont indémontrables. Et d'ailleurs, des historiens qui ont fait un travail hyper fin
sur les registres des cimetières et ont démontré que des morts qui avaient été inscrits comme des victimes des républicains étaient en fait des victimes des franquistes et étaient républicains eux-mêmes. Donc ces chiffres-là qui ont été donnés pendant la dictature sont complètement faussés pour cette raison-là. Et donc il y a eu... Et à partir des années 60, pour la première fois, des histoires de la guerre d'Espagne qui ont été écrites en dehors de l'Espagne par des historiens français et britanniques qui ont commencé à mettre à mal cette version franquiste. Et la réponse donc des historiens franquistes a été d'écrire de changer un petit peu leur version et de dire, en fait, cette guerre, ça a été une folie collective, tout le monde a été coupable, il y a eu de la violence des deux côtés. Des deux côtés, on a nos torts des deux côtés. Voilà. Donc continuons ensemble et puis voilà. Allez, on passe à autre chose. On oublie tout et oui, on voilà, passe à autre chose, en gros, effectivement. Et d'ailleurs, en 1964, on fête les 25 ans de paix parce que Franco aurait apporté la paix à l'Espagne, etc. Et ce n'est qu'en démocratie et très très lentement avec l'ouverture des archives qui a été vraiment très lente. En fait, jusqu'aux années 2000, il y avait beaucoup d'archives qui étaient encore fermées pour les historiens, notamment les archives militaires. Mais petit à petit, on a pu justement reconstruire ces chiffres des victimes de part et d'autre. Et en fait, on est arrivé à un consensus de à peu près 120 000 victimes des franquistes, enfin victimes faites par les franquistes, et 50 000 du côté républicain. Donc, il y a quand même une différence très importante. Et sans minimiser le moins du monde la violence qui a eu lieu du côté républicain, mais c'est vrai que les chiffres, elles parlent d'elles-mêmes. 50 000 victimes, c'est beaucoup, effectivement, mais 120 000, c'est presque 3 fois plus. Sans compter les 30 000 à peu près qu'il y a eu, les 30 000 assassinés après la fin de la guerre. Donc, en gros, ça ferait 150 000 victimes du côté franquiste, 50 000 du côté républicain. Et effectivement, la nature de la violence n'est pas la même non plus. Parce que la volonté, en fait, des conspirateurs qui font ce coup d'État, qui sont des militaires encore une fois formés dans une guerre coloniale où ils sont habitués à une violence extrême contre des populations civiles, etc., c'est l'extermination de l'ennemi. Et ça ne veut pas dire tuer tout le monde jusqu'au dernier, mais en tuer assez, en fait, pour démobiliser complètement toute possible opposition ou résistance. Et donc, cette violence, elle est allée très, très loin. Et dans certaines catégories de population, on peut parler vraiment d'extermination. Par exemple, les cadres républicains, les conseillers municipaux, les maires, les maîtres et maîtresses, enfin, le corps enseignant, il a été décimé. Les intellectuels aussi. Les intellectuels. Donc, les francs-maçons, il y en avait très peu, mais ils ont été presque complètement exterminés. Donc, tout ce qui représentait justement la démocratie, la libre pensée, et cette modernité républicaine. Les femmes aussi ont été victimes. Elles ont été moins assassinées que les hommes. La proportion est de 3%, je crois, de victimes mortelles, c'est des femmes. Mais par contre, elles ont été très particulièrement visées par des violences sexuelles, par des violences qui les atteignaient dans leur féminité, avec des châtiments spécifiques comme la tonte, la prise d'huile de ricin qui en fait provoque des diarrhées, et donc c'était une façon de les humilier publiquement. Après on les faisait défiler dans la place du village, enfin bon, des trucs... En plus les femmes étaient un peu le symbole aussi de cette avancée républicaine d'une certaine manière. Oui, tout à fait. En fait, c'était non seulement vu comme des ennemis politiques, c'est-à-dire des rouges, mais en plus elles étaient des femmes rouges qui avaient trahi un peu l'idéal de féminité en fait traditionnel qui était porté par le camp franquiste. Donc elles étaient doublement, voire triplement coupables. Et non seulement ça, mais en plus elles étaient souvent punies pour des choses qui avaient été faites par les hommes de leur famille. Donc elles étaient coupables aussi pour ce qu'avaient fait les hommes, même si elles
n'avait jamais participé à quoi que ce soit. Mais elle, c'était la mère d'eux, ou la fille d'eux, ou la femme d'eux. Et donc, elle s'était punie, voire assassinée, juste pour cette raison-là. On a... et du coup, les violences côté républicain, elles sont de quelle nature? On dirait qu'elles sont pas tout à fait elles s'articulent pas tout à fait de la même façon. Déjà, elles ont lieu sur la majorité de ces violences sur un temps beaucoup plus limité, c'est-à-dire vraiment dans l'été 1936, hein, et elles sont très liées à l'évolution du front aussi. C'est-à-dire que on le sait pour notamment en Catalogne et en Aragon, c'est lié à cette situation d'incertitude. Et parfois, c'est le cas où on pense que les franquistes, les insurgés militaires sont dans le village d'à côté. On dit bon, ils vont arriver, donc on donne le coup en premier, et donc on assassine les personnes qui sont assimilées à tort ou à raison à ce coup d'État, le curé le plus souvent, hein, parce que voilà, ils ont été en défense de l'ordre, ou ils sont considérés comme des mauvais gardiens de troupeaux. En tout cas, voilà, il y a pu avoir un amalgame, hein, en tout cas, on vise des personnes qui sont des nobles, ça c'est le cas aussi dans les grandes villes, des aristocrates, des élites économiques, et donc les religieux, et puis évidemment des militaires, hein, qui sont arrêtés et passés par les armes également. Après, évolution du front, un autre cas qui est très important, c'est autour de Madrid. Il y a une première grande victoire défensive et qui va faire que la guerre sera vraiment très longue, c'est à Madrid en novembre 1936. Là, c'est une victoire défensive de la République. Et avant ça, il y a une avancée inexorable des troupes insurgées franquistes, notamment par l'Estrémadure, et qui remontent vers Madrid, avec beaucoup de morts d'ailleurs derrière elles. Et si bien qu'à un moment, on pense qu'elles vont sûrement prendre la ville, le pouvoir politique s'en va, part à Valence, et donc il y a une junte de défense. Et dans ce contexte-là que des prisons où sont des conspirateurs réels ou supposés ont été arrêtés, les prisons sont vidées, et il y a 2 à 3 000 morts de mémoire, hein, dans 2 villes, notamment Paracuellos et Torreón de Aldos. Si certains sont allés à Madrid en avion, vous arrivez à Barajas, l'aéroport, sur la droite, vous voyez une grande croix. Là, c'est un des cimetières, en fait. Certains parlent d'un holocauste, peut-être un petit peu exagéré. Dans tous les cas, là aussi, c'est une preuve de la proximité du front qui fait commettre des massacres, hein. Voilà, en dehors de tout cadre légal, on est sur des véritables pratiques extrajudiciaires et qui échappent en partie au contrôle, en fait. Et ça, c'est important, et ça, c'est une grande différence avec ce qui se passe du côté franquiste. Du côté franquiste, des militaires, on encadre, on délègue en grande partie, mais on encadre la violence, notamment en la déléguant à des milices politiques qui nettoient à l'arrière, ou alors on tue dans les opérations militaires. Alors que du côté de la République, c'est en grande partie le pouvoir militaire, le pouvoir militaire aussi, mais surtout le pouvoir politique. C'est des choses qui lui échappent en grande partie. On a attribué à Negrín ou à Largo Caballero, chef du gouvernement, et d'autres à une certaine époque, au début de la guerre civile, la responsabilité de ces violences. En fait, non, c'est pas du tout recoupé et prouvé, et c'est bien le contraire. Ils se sont rendus compte déjà qu'ils s'y opposaient par tradition politique, parce que c'est des personnes plutôt réformistes, et même dans les révolutionnaires, tout le monde n'est pas des sanguinaires, loin de là. Et par ailleurs, ils savaient en plus le préjudice que ça pouvait apporter à la République si ces massacres avaient lieu au sein du camp républicain. Donc voilà, on est vraiment une grande différence, c'est sur la décision, l'encadrement de cette violence au sein des 2 camps. En tout cas, c'est un sujet qui est absolument passionnant, et que vous traitez vraiment bien dans le livre, la nature de la violence et comment est-ce qu'elle s'articule, comment est-ce qu'elle elle peut être déléguée, comment est-ce qu'elle peut être aussi source de perte de contrôle également d'un côté, notamment du côté républicain. Je vous invite vraiment à aller découvrir le livre, hein, La guerre d'Espagne, la démocratie assassinée. Il y a un sujet aussi, les gens en parlent depuis le début du live évidemment, c'est tout l'aspect international évidemment. Et là aussi, des 2 côtés, il semble avoir d'un côté l'action très rapide des pouvoirs nazis et italiens. Il y a même une sorte de rapprochement entre Mussolini et Hitler à ce moment-là en 1936 sur la question espagnole, donc qui vont s'accorder sur l'aide qui va être donnée. On pense évidemment à la Légion Condor qui va être envoyée en Espagne. On va aussi penser aux armes envoyées par Mussolini. C'est vrai que du côté, on va dire, des autres républiques, je pense évidemment à la France, à l'Angleterre, on est dans une forme d'hésitation avec comme symbole, et dont on parle souvent, c'est la décision des Longlum de ne pas aider officiellement la République espagnole. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'atermoiements. On ne sait pas trop quoi faire d'abord. Alors, c'est pas que c'est totalement une surprise, mais quand ce coup d'État survient et qu'on a une demande d'aide de la République, on se demande quoi faire.
Et là, il y a plusieurs facteurs qui arrivent en jeu. Évidemment, la peur d'un conflit mondial, la peur de retombées intérieures politiques, que l'extrême droite en France profite d'une aide pour déstabiliser l'ordre public. Et on a beaucoup insisté, en France peut-être, et trop à mon sens, et mon collègue Nathan Rousselot sera d'accord avec moi, sur l'influence de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, sur la décision politique de faire de la non-intervention, de ne pas intervenir. En fait, c'est une décision franco-française qui vient de Léon Blum, mais surtout de Saint John Perse, Alexis Léger, futur prix Nobel de littérature, qui est secrétaire général du Quai d'Orsay. En fait, le vrai ministre, c'est lui. Il est dans le Quai d'Orsay depuis longtemps, les ministres se succèdent. Et lui, Saint John Perse, quelque chose dont il a horreur, c'est les communistes. Alors, il n'est pas fasciste, hein, mais il a peur des communistes. Et la peur du communisme agite. Et là encore, il y a un effet, l'image qu'on a renvoyée de l'Espagne par les canaux diplomatiques, par la presse, c'est l'image d'une sale guerre. C'est l'image d'une révolution hors de contrôle. Et là, il n'est pas forcément question d'intervenir. Donc Léon Blum, au départ, envoie, il y a quand même une aide dans l'été, une aide limitée. Puis ensuite, on met en place la non-intervention et on a une aide très très limitée avec des avions civils et quelques pièces détachées, vraiment dans un cadre légal et qui va très vite s'épuiser dès le mois de octobre-novembre, en gros. Et puis surtout, après, on met en place la non-intervention et on compte bien l'appliquer, cette non-intervention. C'est bien que cette non-intervention, elle est relâchée seulement au bout d'un an, en fait, en juillet 1937. Et après, par intermittence, on la remet en place. On ouvre la frontière, on la referme. Et jamais on livre des armes, ce que demandent les Républicains, et jamais on met fin à cette politique. Et pour comprendre cette politique, il y a plusieurs choses. Il y a, d'une part, parce que l'image de la République, c'est une République d'ordre, je l'ai dit tout à l'heure. D'autre part, aussi, et ça va être le cas à partir surtout de 37-38, on va utiliser cette ouverture de la frontière comme un argument de pression diplomatique contre l'Italie et contre l'Allemagne. C'est pas tant une aide des fois à la République, sinon qu'une pression en disant si vous continuez à aider Franco, nous aussi on va aider. Si vous jouez, et puis il y a la question de l'Anschluss, quand l'Allemagne va annexer l'Autriche, et puis après la Tchécoslovaquie à la fin de l'année 1938, à chaque fois qu'il y a des crises diplomatiques, on remet la frontière, on dit attendez, on ouvre la frontière. Si on referme la frontière, peut-être vous arrêtez sur un autre terrain. Donc et les Républicains sont extérieurs à ces négociations. Donc dans ce contexte-là, en fait, la République se retrouve dès le début avec des alliés plutôt naturels, la France, la Grande-Bretagne, mais d'autres pays comme la Belgique ou d'autres, qui n'interviennent pas. Et seul le Mexique fait une aide ouverte, assumée, publique, d'État à État. Et là, la République, elle veut envoyer son or. Je parlais de la 5e réserve d'or mondiale au début du chat, pour acheter des armes, pour acheter des vivres, pour faire de la propagande, etc. Et il y a une bonne partie en France de cet or qui est bloqué. André Albignas, un historien, parlait d'un sabotage bancaire, où toutes les banques qui pourraient servir à cet achat, une bonne partie, ne veulent pas faire les opérations. Si bien qu'il y a une solution qui se pose face à l'avancée des franquistes sur Madrid, face à le détour des opérations, en fait, c'est d'envoyer l'or en URSS. Et là, on se dit, peut-être qu'on pourra associer l'URSS. Et l'URSS, au départ, elle ne veut pas intervenir. C'est un des motifs de l'intervention du coup d'État, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi Hitler et Mussolini disent on intervient parce que les Soviétiques interviennent. Mais non, Staline ne veut pas forcément intervenir. L'internationale communiste, elle fait pression, notamment sur le coup du Parti communiste français. Et c'est bien qu'au bout d'un moment, ils vont aider, mais c'est un terrain lointain. Staline ne voulait pas aider. Il voulait aider, mais un peu pour se rapprocher de la France et de l'Angleterre, qui ne veulent pas forcément intervenir. Donc il y a une situation un petit peu comme ça, pas très claire. Et surtout, il se désengage au bout d'un moment, en 1937, parce qu'il y a une autre guerre qu'on oublie en Asie, avec l'invasion de la Chine par le Japon. Et ils ne peuvent pas aider tout le monde. Et les Soviétiques n'ont pas des réserves d'armes inépuisables. C'est bien qu'ils disent aux Républicains dès le début, ils disent on peut vous aider, mais débrouillez-vous pour acheter des armes en dehors de nos canaux. Et puis surtout, que la France mette fin à la non-intervention, qu'il vous aide. Et c'est bien que le premier navire soviétique qui passe par la France, il faut attendre décembre 1937, les Soviétiques envoient un navire test. Ils ne font pas confiance aux Français. Ils disent on voit, et si ce navire passe, on va envoyer plus d'armes. Et là encore, la frontière ouverte en juillet, les armes sont envoyées en décembre, et c'est un navire test, il faut attendre vraiment février de 38. Et il y a eu le temps de perdu. Alors avant, l'Union soviétique envoyait des armes par la Méditerranée. Il y avait un blocus italien qui avait fait pression, donc c'est bien qu'il y avait une pause, mais c'est dire le temps qui est perdu dans des négociations interminables et qui sont toujours obtenues, qui sont un peu des demi-concessions de la part des différents gouvernements français qui, d'une part, font pas forcément confiance à leurs homologues espagnols, et d'autre part, quand bien même sont d'accord avec la cause, la défense, l'antifascisme, sont contre, évidemment, et Léon Blum est sincèrement touché par ce qui se passe en Espagne, ont trop peur de risquer une déstabilisation intérieure, et puis surtout, un nouveau conflit mondial. Il y a Soigny qui pose une question. Justement, on parlait un peu des intermoiements côté
des potentiels soutiens aux républicains. Il y a Soigny qui pose une question: pourquoi Mussolini a-t-il fortement soutenu la guerre en Espagne alors que ce conflit ne semblait pas directement lié à ses intérêts en Méditerranée? Alors, si, plus que l'Allemagne. En fait, l'Allemagne, c'est loin. C'est vraiment loin. L'Espagne de l'insurrection, ils sont plutôt surpris et puis ils vont aider très, très rapidement, dès début de la vingtaine de juillet pour l'Allemagne nazie. Et puis, il y a plein de bonnes raisons de le faire, du point de vue d'Hitler et de ses proches. Mais pour l'Italie fasciste, l'Italie fasciste est, contrairement à l'Allemagne qui dit que le nazisme n'est pas un produit d'exportation, l'Italie fasciste, dès qu'il y a un mouvement d'extrême droite en Europe, vous regardez les études, vous avez toujours, à un moment ou à un autre, un financement de l'Italie fasciste. S'ils peuvent envoyer des armes... On est là. Ah, mais c'est quasiment constant. En France, c'est le cas. En Espagne, ils financent, ils alimentent, ils participent à la déstabilisation de l'ordre international. Et surtout, on est en Méditerranée. Et s'il y a un régime allié en Méditerranée, ça peut être quand même favorable à leur cause. Et puis surtout, le but est aussi de déstabiliser la France. Ils en sont bien conscients. Et puis après, ils se disent... on peut peut-être exporter le fascisme. Et avec les armes, les spécialistes l'ont très bien montré, vont du matériel de propagande, d'autres choses, et puis en même temps, l'Italie fasciste envoie presque 80 000 hommes. C'est 25 000 au total pour l'Allemagne nazie. Et les 80 000 hommes, l'Allemagne, il y a beaucoup de rotation. Les gens ne restent pas très très longtemps. Alors que les Italiens, ils restent. 80 000 hommes, c'est un investissement, c'est énorme. C'est un investissement vital en fait pour l'Italie fasciste, qui est considéré. Alors après, on a un peu rigolé quand on a vu l'Italie fasciste qui est pas capable de passer menton face à 15 douaniers français. Bon, j'exagère un peu, mais on a un peu rigolé de l'armée italienne, mais qui est considérée à cette époque, dans le milieu des années 30, comme une grosse armée quand même. Avec, en tout cas, elle fait peur, elle impressionne. Certes, ça a été une guerre asymétrique. Comme en Éthiopie, mais quand même, cette guerre mécanique, qui est encore un peu à l'état de théorie, etc., elle fait peur, elle impressionne, et au départ, c'est un terrain de propagande. Il y a une première opération à Malaga contre une ville sans défense en février 1937, qui est vraiment une opération éclatante au niveau de la propagande. Et puis après, il y a Guadalajara, juste après, quelques semaines plus tard, où là, il y a un échec flagrant opérationnel de l'Italie fasciste, et là qui va atteindre leur morale, parce que la guerre mécanique, rapide, motorisée, virile de l'Italie fasciste, elle est tombée. Et là, l'objectif de propagande de Mussolini va un petit peu s'épuiser. Il y a une perte de confiance de la part de Franco et des autres partenaires, si bien que on va moins voir par la suite cet objectif très puissant, mais qui va être vraiment là et qui va alimenter, si bien que l'aide allemande n'est pas gratuite. L'aide italienne non plus, mais l'Italie va laver une grande partie de la dette franquiste pour cette aide. Donc ça montre aussi ce caractère très idéologique, alors que l'Allemagne, c'est idéologique, mais aussi très financier. Ouais. Alors que c'est vrai que du coup, l'Italie envoie des hommes, une armée, alors que par exemple, la France, c'est des volontaires qui décident d'aller les brigades internationales. Oui, bien sûr, la France, on va dire le contraste quand même est aussi assez fort. Puis la France, on voit personne, c'est les personnes qui partent de France. Oui, c'est ça, exactement. Français, pas tous français. Il n'y a pas de Français qui. Oui, c'est ça, exactement. C'est des Polonais aussi, si je dis pas de bêtises. Polonais, il y a beaucoup d'exilés italiens, les antifascistes italiens. Les antifascistes qui se disent. Les antifascistes allemands. Des Espagnols. Je crois qu'il y a près de 50 nationalités ou quelque chose. Ah oui, dans les brigades internationales. Oui. Ceux qui partent de France, c'est bien que des fois, le comptage change un peu selon Français partis de France ou des personnes parties de France, parce que la France est une terre d'accueil, comme d'autres pays, mais surtout la France, avec tous ces exilés antifascistes. Donc des gens partent de France, parce qu'il y a un cadre légal qui est un peu lâche, mais c'est pas clairement autorisé, on ferme un peu les yeux, plus que pour les armes d'ailleurs, mais quand même... c'est vraiment, j'insiste, je l'ai dit tout à l'heure, mais les Républicains, ils demandent une intervention, sinon une aide matérielle, ils demandent des canons et des avions militaires à la France. Et d'ailleurs, les volontaires ne sont pas forcément demandés par la République espagnole, ni attendus, ça crée une surprise au départ. Alors ça n'empêche pas la République de transformer ça en outil de propagande en disant, regardez, toutes les populations du monde sont avec nous, et puis aussi comme outil militaire, dans la bataille de Madrid et dans d'autres, les brigadistes ont payé le prix fort et ont eu un impact stratégique quand même, mais quand même, c'est pas forcément attendu, ils veulent même, en 1938, on parle de guerre patriotique, et on dit aux brigadistes, maintenant il faut rentrer chez vous. Ouais, c'est ça. En fait, c'est assez intéressant. Et du coup, il y a plein de choses très intéressantes, je trouve, avec ce qu'on voit par exemple aujourd'hui en Ukraine, avec aussi, pareil, des brigades aussi, des gens qui viennent de l'extérieur pour aider l'Ukraine, avec le questionnement aussi de certains pays européens. Est-ce qu'on aide, on n'aide pas, comment, les intermoiements existent encore aujourd'hui. Donc, il y a plein de, je trouve, de parallèles intéressants. Et je trouve que cette guerre d'Espagne, même si... peut-être qu'elle a moins marqué dans nos mémoires françaises, en tout cas que la Seconde Guerre mondiale, elle pose aujourd'hui, je trouve, plein d'interrogations de notre présent, et je trouve qu'en tout cas, en lisant ce livre, c'est ce que j'ai trouvé. D'ailleurs, en parlant des mémoires, Mercedes, les mémoires, on peut difficilement imaginer une guerre civile qui a moins de 100 ans. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ça habite encore les mémoires et les discussions, et parfois
les échanges très virulents qu'il peut y avoir autour de la mémoire, parce que la propagande franquiste a encore beaucoup de relais, encore aujourd'hui. Je me souviens du Figaro qui relaie Pio Moa il y a quelques années, par exemple, alors qu'on sait que Pio Moa est quand même très controversé sur ses propos, relayant encore des choses liées justement aux républicains et que franquistes avaient sauvé d'une potentielle république bolchevique l'Espagne. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est extrêmement vivace. Oui, c'est très intéressant en fait cette question. Et comme tu dis, ça pose énormément de questions parce que en fait, c'était pas le cas il y a une trentaine d'années. En fait, et c'est une mémoire un peu qui fait un peu les montagnes russes en quelque sorte. Et parce qu'il y a eu quand même une longue période après justement le passage à la démocratie où la guerre d'Espagne était un non-sujet et on n'en parlait tout simplement pas. Ah, c'est dingue. Donc voilà, on était vraiment passé à autre chose. Et dans les années 80. C'était la movida, c'était le cinéma d'Almodovar, c'était la fiesta, c'était un pays qui justement voulait se construire complètement en tournant le dos à ce passé et en construisant une autre image beaucoup plus festive, beaucoup plus gaie, beaucoup plus moderne. Et tout cela avec l'appui des autorités, des gouvernements qui étaient socialistes à l'époque et qui justement ont tourné le dos aussi à cette mémoire-là. En 86, c'était le 50e anniversaire du début de la guerre et Felipe González, qui était le président socialiste à l'époque, il a dit « Une guerre civile n'est pas un événement commémorable ». Pour dire « Il n'y aura pas de commémoration, il n'y aura rien ». Et donc, effectivement, il s'est passé quelques années où, en Espagne, on ne parlait pas ni de la guerre, ni de la dictature. Et en fait, les victimes de la dictature avaient été un petit peu... Enfin, il y avait une politique de compensation, etc., mais vraiment quelque chose de très discret. Et le mot d'ordre, c'était on a tourné cette page-là et l'Espagne, c'est un pays moderne, européen, etc. Sauf que à la fin des années 90, on a commencé à voir des revendications mémorielles qui venaient en fait de la génération de petits-enfants des victimes de la guerre et surtout de la dictature. Et aussi des quelques survivants qui avaient encore, surtout des combattants de cette résistance qu'il y avait eu dans l'après-guerre et qui revendiquaient le fait que cette mémoire soit présente dans l'espace public parce qu'elle était complètement effacée. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que devant ces revendications mémorielles, le fait qu'on a commencé à faire des films sur la guerre, il y a eu des associations, un mouvement mémoriel très important, et il y a eu un contre-mouvement révisionniste extrêmement virulent, et soutenu par le gouvernement qui, à cette époque-là, était le gouvernement de droite du Parti populaire, qui a justement soutenu... ce mouvement révisionniste dont la tête visible était justement cet auteur qui s'appelle Pio Moa, qui est un négationniste en fait. Qui a publié, c'est Robert Faurisson chez nous, quoi, c'est à peu près. Oui, voilà, okay. Exactement. Okay. Et donc, il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle « Les mythes de la guerre d'Espagne », qui a été celui qui a été traduit au français, qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires et où, en fait, ce qu'il dit, c'est exactement la version franquiste de la guerre. C'est-à-dire, il y avait une conspiration communiste. Et en 1936, l'Espagne était au bord d'une révolution bolchevique et le coup d'État, ça a été sauver l'Espagne. Et donc, tous les années 2000-2010 se sont passées dans cette bagarre mémorielle. Sauf que dernièrement, on assiste vraiment à je pense que c'est à la faveur justement d'un mouvement général européen, voire mondial, de montée de l'extrême droite, c'est ce discours néo-franquiste qui est en train de s'imposer en fait, et surtout porté par la montée aussi d'un parti politique d'extrême droite en Espagne qui s'appelle Vox, comme tout le monde sait probablement. Et du coup, ce discours-là néo-franquiste est très populaire, notamment parmi les jeunes. D'accord. Oui, parce que ça apparaît comme une sorte de discours qui va à l'encontre du discours officiel, des politiques mémorielles officielles,
Et c'est un discours qui apparaît comme rebelle, en fait, et donc qui a beaucoup de succès parmi une partie de la jeunesse. Et c'est dans ces milieux-là qu'on entend dire que finalement Franco a apporté à l'Espagne la paix, l'ordre, la prospérité, etc. Donc finalement une réactualisation du discours de la dictature elle-même qui est présentée comme quelque chose de nouveau et de révolutionnaire presque, enfin de rebelle qui irait à l'encontre d'un soi-disant discours officiel qui est porté par les historiens, par la gauche bien pensante, par les droits de l'homiste. Bon, on connaît un peu la chanson. On a un peu la même chez nous, quoi. Oui, voilà, effectivement. J'entends. Mais non, c'est un sujet en tout cas qui est très intéressant et évidemment à l'aune du contexte mondial de toute manière qu'on voit aussi dans d'autres pays. Et donc c'est évidemment l'Espagne n'est pas exempt aussi de ce genre de questions et ce genre d'enjeux mémoriels qu'on peut imaginer. Mais c'est assez intéressant quand même, ce sorte de vide qui existe après pour un peu oublier, pour essayer de passer à autre chose. Et aujourd'hui, cette nouvelle pensée, enfin ce néo-franquiste quoi, qui revient vraiment très fort. Bah, c'est le propre à pas mal de conflits. Il n'y a pas que la guerre d'Espagne. Je pense qu'on pourrait faire le parallèle, contexte différent avec les guerres d'Algérie en France. Ah ouais, complètement. Ou dans d'autres, où on instaure un petit peu un silence, en tout cas dans certains cas. Ça ne veut pas dire que la mémoire n'existe pas, parce que y a des mémoires familiales, il y a des mémoires militantes, il y a des mémoires en exil aussi. Pour l'Espagne, ça a été très très important, y compris dans la constitution d'une première historiographie sur l'histoire de la République. Mais ça veut dire qu'en tout cas, il n'y a pas forcément de relais au sein des institutions, et puis c'est un rôle. Enfin, quelque chose dont on sous-estime, je pense, l'importance, même au niveau mémoriel, c'est la justice. Les généraux franquistes, les responsables des tueries dont on a parlé tout à l'heure, on a donné quelques exemples, n'ont jamais été jugés. Aucun, y compris les derniers responsables policiers jusqu'à la fin de la dictature, qu'on torturait parfois jusqu'à la fin de la dictature, et même des fois les années après, puisqu'ils sont restés en poste. Et ça a joué un rôle, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation. Et en plus, la justice en Espagne fait partie des secteurs où on parle d'un franquisme sociologique, c'est-à-dire de catégories de la population qui sont plutôt, pour des raisons d'origine familiale, professionnelle, etc., qui partagent un peu des sentiments assez proches de ce franquisme et qui veulent en défendre les valeurs. Donc ça pose toute une série de blocages, parce qu'il y a eu des séries de lois, dans ce qu'expliquait Mercedes tout à l'heure, en 2007, 2022, et il y a eu souvent des blocages au niveau de la justice, de certains magistrats qui agissaient pas toujours, qui utilisaient des fois la légalité, mais avec un peu de mauvaise foi. Il y a peut-être un autre élément que je voudrais ajouter, c'est le réarmement en fait de ces mémoires actuellement. On a eu une longue mémoire qui a été des mémoires familiales, politiques en France, en Espagne, mais il y a aussi une réutilisation, une remobilisation de ce cas espagnol dans un nouveau cadre. C'est-à-dire que je vais donner deux exemples. Vox il y a un groupe, Los Menocios, un groupe pseudo-humoristique de faux boys band espagnols. Ils vont en première partie des concerts, et puis ils ont été faire des spectacles pour trouver en ligne, et puis ils ont notamment une de leurs chansons, c'est Vamos a volver al 36. On va venir à juillet 36. Et là, et dans leur chanson, ils disent on va revenir à juillet 36, ils chantent, c'est rigolo, ils ont des lumières, puis ils disent on va en finir avec les homos, les drag queens, les palaflautas, les punks à chiens. Et donc en fait, ils parlent pas évidemment de juillet 36, ils utilisent juillet 36 comme un argument pour revenir à la guerre civile. Et un autre exemple de ça, c'est une des lectures préférées de J.D. Vance, le vice-président américain, c'est Posobiec. Il a fait un livre qui s'appelle Unhumans, non-humain, et dedans il y a un chapitre qui est sur Franco. Et Franco, c'est qui ? Franco, c'est celui qui a gagné contre les Rouges, selon l'extrême droite. C'est bien vrai, il a combattu, tué des communistes. Et puis, c'est un exemple. Regardez jusqu'où on peut aller, les massacrer, et puis reconstruire un État nouveau, purifié, avec une croisade. Et cette image du franquisme, c'est aussi, malheureusement, dans notre époque actuelle, dans certains régimes politiques, y compris au sein de la première puissance mondiale, un exemple à suivre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu parler de ça, et évidemment je peux que vous conseiller vraiment la lecture de cet ouvrage, La guerre d'Espagne 1936-1939, la démocratie assassinée. C'est un livre qui est je trouve hyper intéressant et aussi très accessible pour les gens qui pour le coup découvrent la période, donc voilà, n'hésitez pas, c'est édité chez Talendier, et on salue évidemment François Godichaud qui n'était pas avec nous ce soir mais qui a été aussi le co-auteur avec vous de ce magnifique ouvrage. Merci beaucoup Mercedes Yusta, et merci beaucoup Pierre Salmon, c'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux, c'était vraiment génial. On a un peu dépassé, d'habitude on fait 1h30, on est quasiment aux 2 heures, mais il y avait tellement de choses à dire que... on peut refaire 2 heures. Mais franchement ce serait avec grand plaisir, ça mériterait un épisode 2 sur chaque pan en fait
fait de ces sujets-là, que ce soit la place des femmes, que ce soit la question internationale aussi. Je pense qu'on aurait pu faire un épisode. On refait 2 heures. On est reparti pour 2 heures. Les gens doivent rentrer chez eux, d'accord? Évidemment, alors à chaque fois, je vous prends un peu de cours, mais je vais vous laisser le temps de réfléchir. À nos invités, on leur demande toujours une recommandation pour que les gens partent de notre live avec quelque chose. Ça peut être un film, une série, une exposition, un livre, quelque chose que vous avez envie de recommander. J'ai déjà recommandé votre livre, donc c'est déjà pris. Mais je vous laisse réfléchir. Moi, j'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Sachez que si vous voulez redécouvrir, réécouter ce live, il sera évidemment dispo à partir de demain en replay sur YouTube, sur Rivenzi, le cercle de l'histoire, et aussi sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles d'ailleurs sur les podcasts, ça nous aide énormément. Merci beaucoup tout le monde. Mercedes, quelle est ta recommandation? Bah, écoute, justement, hier soir, j'ai revu avec mon fils de 15 ans un film qui s'appelle en espagnol El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro. D'accord. Et comment ça s'appelle en français Alors, c'est de Guillermo del Toro, mais alors comment est-ce que est-ce que les gens l'auraient dans le chat peut-être? Les chines du diable. Et oui, c'est ça. Les chines du diable. Merci beaucoup. Et en fait, c'est un film extraordinaire pour parler de la guerre civile sans parler directement de la guerre civile. Et je l'avais vu quand il était sorti et c'est vrai qu'il n'a pas pris une ride. Et bien au contraire, en fait, il m'a encore plus plu que quand je l'avais vu la dernière fois. Je pense que c'est parce que le voir après avoir écrit le livre, ça m'a permis d'en faire une lecture beaucoup plus approfondie. Et donc voilà, c'est ma recommandation. Guillermo del Toro, de toute façon, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et donc, Les chines du diable, alors. C'est un très beau film pour parler de la guerre sans raconter la guerre au premier degré, etc. Une très belle métaphore, en fait, et avec une histoire d'orphelinat d'enfants pendant la guerre. Donc, la guerre, elle est là. Mais en fait... En toile de fond, finalement. Elle est en toile de fond. Et la guerre, c'est une histoire de fantôme, en fait. Et il y a une très belle phrase au début du film qui dit qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? C'est un événement terrible qui se répète une fois et une fois, qui se répète de façon interminable. Et je trouve que c'est une métaphore extraordinaire pour parler de la guerre. Merci beaucoup pour cette recommandation, Pierre. Une seule recommandation. Une seule. On peut en avoir 2. Alors, d'abord... Pas 5. D'abord, pour des romans graphiques, il y en a beaucoup sur l'Espagne et sur la guerre d'Espagne. Moi, je pense à L'Aile brisée et L'Art de voler, qui est 2 tomes, en fait. Altariba, ça va ensemble sur l'histoire de son père et de sa mère. Son père anarchiste, avec toutes les désillusions, l'exil en France. Et sa mère, elle, qui est en Espagne pendant le franquisme, qui lui donne un autre point de vue très intéressant. C'est très beau, esthétiquement, et ça dit beaucoup dans le plus profond, dans la chair, en fait, de ces Espagnols qui ont vécu cette guerre, mais aussi sur la durée, sur ses conséquences. Et puis, un livre qui va avec, j'aurais plein d'autres bandes dessinées, mais c'est Mica Echeverri qui a fait un livre, Ma guerre d'Espagne, c'est Ma guerre d'Espagne, chez Libertalia. C'est un roman, c'est un témoignage, pas un roman magnifique sur son engagement au début avec son mari qui meurt au début de la guerre. Désolé pour le spoiler, Hippolito. Et cette femme, elle est argentine, elle s'est engagée, elle a été en Allemagne au début du nazisme, après elle a été en Espagne, c'est une révolutionnaire. Et elle devient un officier dans l'armée républicaine pendant longtemps, en fait. Et il y a toute cette histoire d'engagement et de combat sur une longue série d'une femme qui était absolument extraordinaire et qui a vécu après longtemps en France. Super, merci beaucoup pour les recommandations à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir pris le temps de venir pour présenter votre travail, votre ouvrage, et franchement c'était un vrai plaisir de vous lire. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi le live ce soir, très rapidement donc disponible en rediff. Nous on se retrouve demain soir en live, donc à 20h également. Donc, et sachez que la semaine prochaine on se retrouve avec Géraud Létang et Mamie Twink autour d'un live le 18 juin. Donc on va parler du film La bataille de Gaulle ensemble avec Géraud Létang, donc qui est historien et aussi qui a été conseiller historique du film. Donc on se retrouve pour ça jeudi prochain. Merci beaucoup tout le monde, passez une excellente soirée et à très bientôt. Ciao ciao.